Une compagnie et t'aimerais annoncer sur Mike Ward sous écoute? Non. Ça me tente pas de t'avoir. Mais j'ai des vendeurs de pubs que peut-être eux autres voudraient. Moi, je te suggère de leur écrire, puis peut-être on peut patenter de quoi. Est-ce que je suis bon vendeur, hein? Écrit à sous-écoute. L'adresse email, c'est sous-écoute@commercial.mikeward.ca. Mike Ward sous-écoute, vous savez c'est quoi. Le public est très, très, très ciblé. Ça coûte moins cher que la télé. C'est plus efficace que la radio. Tu sais quoi faire. Bienvenue à Jean-Thomas vous écoute, comme vous pouvez voir sur la pancarte derrière Jean-Thomas. On a mal écrit son nom. Merci d'être là. Merci Jean-Thomas d'être là. Ça fait plaisir. Là, tu sais, souvent, on voit que c'est pas pareil la télé versus les podcasts, parce qu'en télé, ils disent, quand tu enregistres 2 épisodes, apporte des vêtements différents. Mais là, j'ai exactement le même T-shirt qu'à l'épisode précédent. Ouais. Donc, faut dire aux gens qu'on les enregistre back-to-back. Je suis pas un gars qui porte constamment le même T-shirt. Comme toi, c'est un T-shirt générique noir que t'as tout le temps. Il y aurait pas de différence. Mais moi, je veux me justifier que c'est la même journée que l'autre épisode d'avant. En fait, j'ai juste un T-shirt noir. Ah, OK. C'est juste... Fait que t'es pas super hygiénique. Non, c'est ça. J'ai un chandail. OK. Ouais. Mais des fois, t'as certains logos. Celui-là, il y en a pas. Ouais, j'essaie de plus mettre de logo. Là, à cette heure, j'ai vraiment de l'air d'un méchant dans Batman, tu sais, que mon garde-robe, c'est que j'ai la même paire de pantalons 6 fois, puis j'ai comme 22 t-shirts. Fait que t'es la version masculine de Christiane Charette. Exactement. Puis même dans le contenu, je te dirais. Ouais, exactement. Ouais. Je suis très, vois-tu? En fait, t'as plagié la carrière de Christiane Charette, on dirait. Ça, le studio, dans ma tête, je l'appelle Cabine C. Je suis la nouvelle Christiane Charette. Oui, mais comme à l'habitude, on a Pierre Ouimet aussi, qu'on y a pas dit salut. Salut Pierre. Bonjour, ça va? Ça va bien. Ben, oui. Moi, je trouvais pas que ça me manquait de pas l'avoir salué. Ben, tu vois, ça, c'était méchant. Ça, c'est juste blessant. C'est juste blessant. Le dernier épisode... Comment tu penses que je me sens? Dernier épisode, t'as chié sur Burger King. Non, j'ai été tiède. Ou t'as chié sur c'était plus moi que... T'as chié sur le cadeau. Qui t'amène un cadeau. C'était pas un cadeau. Le cadeau, c'était pour Alex Bouchard. J'ai juste ironisé ton trajet pour aller chercher Red Burger à Burlington, et quand j'ai goûté, j'ai fait comme ça vaut pas le trajet, c'est juste ça. C'est clair, ça vaut pas le trajet. Bon, tu vois, on dit la même affaire. Mais ça reste que c'est chier. Ouais. Non, parce que juste avant, t'avais un peu dit la même critique que moi, c'est correct. Non, mais c'est un Whopper. Ouais, ça reste ça goûte le Whopper. Ouais. Mais il faut dire qu'il était, c'est ça. S'il avait été super chaud, puis il a été réchauffé, je pense que ça aurait été les meilleures conditions. Ouais. Ben, pour vrai, t'es un peu... Tu me trouves piqué? Ben, pour vrai, c'était vraiment bon. OK. Ben, tu vois, ça, si jamais les gens du marketing de Burger King veulent récupérer un extrait là-dedans pour le diffuser aux États-Unis, ton bout à toi, ça risque de te faire beaucoup d'exposure parce que t'es très élogieux. Pierre Ouimet sait comment faire du cash. Ouais, tu vas mourir pauvre. Porte-parole de Burger King demain. Ouais. Tu viens de se faire 14 000. Big picture. Pense big picture. Il vient de se faire 14 000 pièces. Burger King vient de déposer de l'argent dans son PayPal. Ouais. Et voilà. Hey, mais on a plusieurs questions. La semaine passée, en plus, ou hier, ou il y a 20 minutes, on a, dépendamment si tu écoutes sur Patreon ou sur YouTube ou Facebook ou toutes les places qu'on est, on a répondu, d'habitude, on répondait juste à une ou deux questions. Là, on a répondu à une vingtaine. On va essayer de battre ça cette semaine. Première question, qui est Frédéric Donnet. Comment ça s'écrit Donnet? D-O-U-E-S-T. Non, c'est D-I-O-N. Non, c'est D-O-N-N-E-T. Donnet. Donnet. Ou Donnette, mais je pense pas, tu sais.
Donnet, je pense. Ouais, mais Frédéric Donnet, qui écrit « Mike et Jean-Thomas, vous êtes initiateurs de plein de mots, expressions trendy via vos podcasts, brag. Pourquoi ne pas commercialiser encore plus? » Ben, effectivement, s'il y avait un t-shirt brag, ça pourrait être une bonne idée, là. Je pense que ça... Ouais. C'est lequel, avez-vous des résultats de lesquels sont le plus vendus? Le plus vendu, c'est Qu'est-ce qui est weird? OK. Qu'est-ce qui est weird vend le plus? Sort avec vend le moins. Okay. Ça m'a surpris. Je pensais que Sort avec allait être numéro 1. C'est que... Ou non. C'est il y a Sigmund Michel, il y en a 3. Qu'est-ce qui est weird numéro 1? Sigmund Michel numéro 2. Sort avec numéro 3. Numéro 4, qui est notre logo. OK. Puis Michel, sur le coup, il a dit on va se débarrasser du logo. J'ai fait mais Chris, c'est le seul qui a du sens, tu sais. Mais sur celui où c'est marqué Sort avec, c'est que moi Michel, il y a quand même le logo, ouais. Dans le carré. Puis mais il y a pas une si grosse différence que ça. Puis moi j'avais remarqué le Sort avec, il vend plus à l'international. Tu sais, il y avait chaque fois qu'il y a des commandes, mettons en Afrique ou aux States, c'est tout le temps un Sort avec. OK. Ouais. Parce que brag, peut-être que ce serait internationally popular, maybe. Mais ouais, j'ai vu que tu sais parlant de brag puis qu'est-ce qui est weird, j'ai vu que on est dans les charts de 15 pays. OK. On est ceux qui m'ont surpris, il y a la Nouvelle-Guinée. Non, mais on est au Gabon. Okay. Gabon, Cameroun, la Grèce. La Grèce, ça doit être juste vu que j'ai un podcast anglais avec Pantelis et Poseidon, que là, je suis devenu dans leur tête un grec honoraire. Là. Mais, excuse-moi, mais peut-être qu'il y en a d'autres qui se posent la question, je vais la poser parce que moi, je connais pas la réponse, mais explique donc un peu c'est quoi les charts, dans le sens que à partir de quand t'apparais dans une chart par rapport à des statistiques? C'est dans... c'est weird. C'est Apple Podcast, la manière qu'ils font leur affaire. Ça veut même pas dire que t'es dans les shows les plus écoutés. C'est juste t'as le plus de commentaires puis le plus de likes. Puis il y a un chauffeur à Québec qui m'a fait réaliser, il y avait plein de pays que je faisais, voyons donc, tabarnak. Puis je regardais ça, j'étais dans le char, puis je faisais, c'est bien weird que je suis comme dans un chart, tu sais, c'était comme si je braguais, là. Puis là, il m'a dit, lui, c'est un ancien soldat, puis il a dit, moi, j'étais en Russie, puis tout le monde downloadait sous-écoute. Puis là, j'ai fait, c'est peut-être... Parce que moi, je pensais que c'était des expats québécois qui vivent à l'autre bout du monde. Puis j'ai fait, il doit y avoir beaucoup de militaires. Puis c'est vrai. Ah, peut-être, ouais. Tu sais, je vais regarder, il y a peut-être des bases secrètes. Ouais. Tu sais, dans le fond, tu sais, si tu veux découvrir les bases secrètes, tu checkes les charts de sous-écoute. Puis tu fais, Chris, il y a une base secrète au Brésil. Mais, parce qu'une affaire que j'ai remarqué que tu fais pas autant que dans les autres podcasts que j'écoute, puis j'ai l'impression que dans le fond, je sais que c'est relié au fait que t'es pas quelqu'un qui est quêteux, là. T'es pas. Je parle moins de mon Patreon que la plupart du monde. C'est vrai que t'en parles peut-être un peu moins aussi, mais tu demandes pas aux gens parce que j'ai l'impression que pour plusieurs podcasts, pour la façon qu'ils répertorient, ça a l'air important, mais allez me donner 5 étoiles sur. Ouais. Mais ça, parce que dans plusieurs podcasts que j'écoute en ce moment, j'écoute Dr. Death, puis c'est des podcasts de criminalisés, des histoires criminelles ou puis au début ils disent tout le temps ou à la fin ils disent don't forget to give us 5 stars, it's super important for us. Donc je sais pas trop si plus ils ont d'étoiles, plus ils peuvent vendre de la pub peut-être. Même pas, c'est juste pour l'ego, c'est pour monter dans les charts. Puis mais Apple Podcast, la raison pourquoi leurs charts sont weird de même, c'est que s'ils allaient avec le nombre de downloads, tout le monde qui a un nouveau podcast abandonnerait rapidement parce que tu sais c'est impossible d'aller chercher les chiffres mettons d'un Joe Rogan ou même au Québec mes chiffres à moi parce que ça fait des années tu sais je bâtis lentement mais sûrement mais quand tu as un nouveau podcast vu que c'est pour ça que tous les nouveaux podcasts sont tout le temps dans le top 20. Ils veulent valoriser le monde un peu pour leur donner le goût de continuer. Fait qu'ils donnent le goût. Moi, tu sais, mon premier podcast que j'avais fait en anglais, qui est vraiment moins populaire que Two Drink Minimum, j'avais été dans le top 10 aux États, puis j'étais comme, voyons, tabarnak,
Asti, c'est bien cool que je suis top 10 aux États, mais j'ai été top 10 aux États, puis après la deuxième semaine, je suis même pas dans le top 1000, qui est pas normal, là, tu sais, d'habitude, tu vas pas de... tu sais, tu vas pas de 8e à 14 000. Mais, fait que, ça marche juste avec les... ben, moi, ceux que je sais que c'est les étoiles puis les commentaires. Puis aussi, un nouveau... il compare à comment c'était la semaine d'avant. Fait qu'un nouveau est tout le temps automatiquement plus hot. Puis pour ça, c'est impressionnant, maintenant un podcast comme Rogan, que lui, il est encore numéro 1 en humour après autant d'années. Puis l'affaire qui aide Rogan, c'est qu'il y a plus qu'un épisode par semaine. Puis comme là, nous autres, les sous-écoutes, depuis qu'on a depuis qu'on a fait une couple d'épisodes ici, puis avec ceux à Québec, le fait d'être 2 fois par semaine, puis les vous écoutes que j'ai mis, ça l'a aidé aussi pour les charts. Mais il y a une question que je te demander hors onde, mais je peux te la demander en onde, peut-être pour avoir ton avis, mais parce que tu m'as dit que ça te tentait qu'on en fasse d'autres des En route vers Survivor, mais l'autre jour, je me demandais, parce qu'il y a une couple de personnes qui m'ont demandé soit en commentaire YouTube ou est-ce que l'audio va se retrouver sur Spotify puis iTunes. Je pourrais le faire, mais là, si mettons c'est plus à l'automne parce que c'était comme plus un pilote, est-ce mieux que quand il va y en avoir plusieurs à l'automne que là, j'ai mettre tout ensemble, ou tu me suggérais quand même le seul épisode que j'ai de le mettre quand même tout de suite? Ouais, moi je le mettrais tout de suite, Spotify, tout ça. Même s'il y a un décalage entre le premier et le deuxième. C'est pas grave, tu sais. Ouais, c'est vraiment pas grave. OK. Parce qu'il y a bien du monde que tu sais, il y a bien du monde qui font juste écouter des podcasts. Moi, je suis le genre de personne visuelle. Moi, j'aime ça, l'avoir. Chaque fois que je regarde des podcasts, j'aime ça les regarder. Fait que même les audios, souvent, je les écoute sur mon ordi. Fait que, puis les vidéos, j'ai d'autres pages d'ouvertes par-dessus. Fait que je le regarde pas vraiment, mais des fois, je peux aller voir, tu sais. Moi, dans mon auto, j'en écoute beaucoup, là, quand je faisais beaucoup de routes Québec-Montréal ou en tournée, mais j'écoute beaucoup de podcasts audio. Là, en ce moment, j'écoute un qui s'appelle Criminal, puis j'ai fini d'écouter Dr. Death, qui était vraiment... C'est 6 épisodes de... c'est 6 épisodes de 35-40 minutes, mais c'est comme un documentaire audio sur un chirurgien qui a paralysé et tué plusieurs personnes via ses opérations. C'était-tu voulu ou c'était juste malhabile? Sont pas ça. C'est pas clair. Tu l'écoutes, tu fais comme... C'est assurément un fou qui est comme pas capable de... qui a une obsession de devenir compétent ou qui accepte pas qu'il est incompétent puis qui occulte, occulte, c'est un bon terme, mais je voulais pas larguer personne, mais qui veut... J'ai pas compris larguer non plus. De quoi tu parles? Tu m'as parlé 2 fois. Qui fait abstraction du fait qu'il a rendu des gens paraplégiques puis qu'il a tué du monde. Lui, il est pas en prison, rien, là. Je veux pas spoiler. OK. Mais fait que ça veut dire qu'il est rendu en prison. Mais c'est vraiment hyper intéressant. Mais je pense que les gens... C'est Dr. Death? Dr. Death, ouais. Ah ouais, je vais l'écouter en partant du site. Moi, j'ai beaucoup aimé ça. J'ai écouté Dirty John. T'as-tu écouté Dirty John? Non. Le podcast, c'est vraiment intéressant aussi. Il y a eu un documentaire et aussi une série Netflix qui sont... Moi, j'ai écouté le podcast avant, puis le podcast est vraiment meilleur. Puis aussi un autre podcast que j'ai écouté qui s'appelle The Shrink Next Door. Puis je veux pas spoiler trop non plus, mais c'est comme un psychiatre qui, tranquillement, pas vite, a commencé à s'immiscer énormément dans la vie de certains patients, dont un en particulier. Puis c'est le patient qui raconte ça, puis... En tout cas, je veux pas spoiler, mais c'est vraiment intéressant. The Shrink Next Door, moi, j'ai vraiment aimé ça. C'est comme... Mais moi, j'aime beaucoup ça. Ça, c'est assurément juste audio. Il n'y a pas de version visuelle. Fait qu'en auto, je trouve que ça s'écoute bien. C'est là qu'on voit que t'aimes ça, t'éduquer. Parce que moi, de ce temps-ci, j'écoute juste Chip Chipperson, qui est un personnage de Jim Norton. Non, mais tout est, j'aime ça écouter j'écoute des sous-écoutes en retardement aussi, des fois. En général, j'essaie d'être à jour, mais des fois, j'aime ça varier entre humour et
autre style. T'instruire un peu. Là, j'ai une question de Clifford Eugène ou Clifford Eugene, mais je pense que c'est Clifford Eugène ou Clifford. Je vais l'appeler Clifford Eugène. Clifford Eugène veut Mais c'est pas un savoir... prénom qui existe au Québec, ça, Clifford? Clifford, oui. Mais Clifford, mais Clifford. OK, peut-être. Tu sais, c'est comme, tu sais, Michael, Michael. C'est Ouais. peut-être ça. Clifford. Ou Clifford. Clifford. Ouais, Clifford Eugène veut savoir. As-tu un truc pour faire ressortir l'inspiration lorsqu'il y a une panne d'idées? Ben là, il pose la question à nous deux, évidemment, pas juste à moi, mais de toute façon, tu vas pouvoir y répondre aussi. Mais moi, je dirais que c'est... je pars... J'écris moi comme ça maintenant. Souvent, mais ça arrive que je me dis, bon, j'écris un premier gag, puis je veux voir si je peux... Parce que j'ai souvent dit ça en entrevue, puis je trouve que ça avait l'air un peu trop intellectuel pour rien, mais je dis que j'écris en mode poupée russe, c'est-à-dire que je sais pas trop. Souvent, c'est une phrase qui inspire une autre, puis là, après ça inspire un paragraphe, puis là, ça me fait dévier. Tu sais, je sais pas. Tu sais pas où tu t'en vas. Je sais pas où je m'en vais nécessairement, mais je me rends compte que ça se développe tout seul parce que je m'auto-inspire par la phrase précédente, puis des fois, ça me mène à un endroit, un trajet que je m'attends vraiment pas. Mais j'ai beaucoup écrit comme ça parce que les premiers shows, dans mon premier show à moi, il y a beaucoup de textes qui sont nés aux Auteurs du Dimanche, qui était un show que c'est Martin Petit qui avait créé avec Stéphane Roy puis Jean-François Aubé. C'était un cabaret littéraire où on pigeait un thème dans un chapeau, un thème qui avait été écrit par les spectateurs qui écrivaient, mettons, chandail ou brique ou rouleau, qu'importe, ils écrivaient des thèmes sur un chapeau, puis le thème était pigé, puis là, on avait une semaine pour écrire un texte par rapport au thème, puis on venait le lire la semaine suivante. Donc, ça m'a comme un peu donné l'idée d'écrire de cette façon-là, parce que là, comme j'avais un thème forcé, mais là, j'essaie d'intégrer le thème, puis là, je me laissais guider un peu par mon histoire. OK. Fait que j'écris beaucoup comme ça, mais maintenant... des fois j'ai juste des flashs puis je prends des notes audio sur mon cell, puis je fais comme ça, faut que je développe ça, etc. Puis toi, ben je veux savoir, Pierre, parce que tu sais le show Taxi 22, étais-tu writer là-dessus ou réalisateur? J'ai été ou les deux. J'ai été co-réalisateur la première année. OK. La deuxième année, j'ai été writer, puis la troisième, j'ai été script éditeur et writer. OK. Ouais. Fait que t'as fait comme pas mal tous les jobs sauf chauffeur de taxi. Exact. T'as été rogacier une saison? Ouais, j'ai été pendant 4 épisodes, j'ai été rogacier. Non, j'ai joué dans un épisode. OK. C'est quoi tu jouais dans un squeegee parce que j'avais des dreads moi avant jusqu'aux fesses là, fait que j'ai joué un squeegee puis ça. On s'en ennuie de ces dreads là d'ailleurs. Oui, moi aussi. Mais ça vu que je voulais demander à toi tu sais parce qu'on dirait tu sais mettons tu sais Jean-Thomas que t'écris pas pour les autres. Fait que toi, si t'as pas d'inspiration, tu fais juste, bon, mais je vais attendre que ça vienne. Ouais. Mais tu sais, quand t'es engagé pour écrire pour la télé, quand ça vient pas, faudrait que ça vienne. T'es solidement dans la marde. Faudrait que ça vienne. Qu'est-ce que tu faisais? T'écris. T'as pas le choix, t'écris, tu livres, puis... Tu fais... Mais honnêtement, ça s'écrivait vraiment bien. Je sais pas. Vu que c'était comme des petits sketchs, Non, c'était des sketchs de 8-10 minutes, là. Oh, Chris, OK. Tabarnak, j'avais l'impression que c'était plus c'était 3 sketchs par demi-heure, dans le fond, à peu près. À peu près, ouais. Mais il y en avait des cours à travers ça, là, des petits, là, tu sais, mettons de 1 minute, 1 minute et demie, mais il y en avait souvent des 6-7 minutes, là. Des fois 8 minutes, ouais. Mais moi, souvent, ça sortait d'un jet. Prao! OK. Mais y avait-tu une grosse banque d'auteurs, quand même? On était 5. OK. À peu près. Qui est pas beaucoup 4, pour la télé. 4-5. Parce que moi, j'ai écrit pour AC, l'émission à sketch que Louis Morissette chapeautait, qui était comme une version d'un show qui s'appelait What If. Là, je pense que c'était un show britannique à la base. Oui, AC. E-T. AC. OK, parce que ça sonnait comme AC. C'est toi qui as écrit Thunderstruck. Ouais. Je suis bien fier. On m'en parle beaucoup sur la rue, là. Mais c'est quoi t'écrivais? J'écrivais des sketchs. J'avais écrit un sketch ici les joueurs de hockey étaient trop courtois, puis c'est des joueurs de hockey qui étaient sur la glace, puis c'était comme inspiré d'un sketch que j'avais déjà fait aussi, mais j'ai fini par écrire peut-être une vingtaine de sketchs pour la saison. J'étais assez content de comment ça sortait en ondes aussi, mais vu qu'il y avait comme dans le sens que moi j'étais pas payé à l'heure, évidemment, je pense que c'est jamais comme ça, mais ils prennent des sketchs.
t'es payé pour les sketchs qu'ils prennent, tu sais. Fait que moi, mettons, sur 15 sketchs, j'en avais peut-être écrit 45. Ils en ont pris peut-être le tiers, mais c'était quand même assez payant quand ils en prenaient un. Mais il y avait tellement une grosse banque d'auteurs. Moi, j'avais dit au script éditeur, écoute, cette semaine, j'ai moins le temps d'en écrire. Fait que je vais en écrire moins, puis si t'en prends. Mais toi, t'avais-tu comme un nombre de sketchs droit-là de faire, ah non, ça n'a pas sorti cette semaine? Ou non, ben en fait, ce qu'on faisait, c'est que moi, je brainstormais avec Patrick, puis les autres auteurs aussi souvent, puis là, on passait des commandes, puis là, après ça, ben moi, je partais de mon bar, j'écrivais mes textes, puis les autres m'envoyaient les textes, je script-éditais, puis après ça, je me rassoyais avec Patrick pour re-script-éditais, puis après ça, ben, même sur le plateau, moi, j'étais là à tous les jours sur le plateau, puis des fois, on réécrivait des petites affaires, on ajustait, là, mais c'était souvent... Avec Patrick? Oui. Je le précise parce que ça fait 3-4 fois qu'on dirait que tu veux préciser que tu passais beaucoup de temps avec Patrick. Ben, j'étais tout le temps. C'est ça. Mais ça, c'est un esti de brag, là. C'est ton premier brag. Ouais, je pourrais le dire fort. Tu veux faire partie de la gang puis de braguer aussi. Ben oui, mais... C'est correct, mais fais-le de façon plus subtile. Ouais. Mais pas Patrick Huard. Il est avec son ami Patrick Bélanger. Ouais, c'est ça. J'ai jamais dit Huard. De qui tu parles? Ok, moi, je parlais, ben oui, Patrick. Mais puis après, moi puis Pat, on allait voir Monsieur Huard. C'est ça, exactement. Puis là, je pognais un stress. J'avais des goosebumps parce que là, j'étais comme c'était le grand Patrick Huard. C'est Tiger. Mais il y avait José Fortier qui travaillait aussi là-dessus dans les 2 premières saisons, je pense. Okay. José elle faisait comme la mise en scène? Ben, script éditait au début, puis un peu de mise en scène aussi, je pense. Ouais. OK. Ouais, moi, quand j'ai pas d'inspiration, moi, je suis chanceux là-dessus. J'ai tout le temps de l'inspiration. Les seules fois que j'ai pas eu d'inspiration, c'est pendant ma dépression. Je n'avais pareil, mais c'était juste des affaires ça avait juste comme pas de sens. Ça. Tous mes sketchs finissaient avec un suicide ou quelqu'un qui ruinait sa carrière. Mais est-ce que tu t'assois pour écrire ou tu t'assois quand tu as quelque chose dans la tête? Moi, je m'assois un coup que le sketch est déjà écrit dans ma tête. Oh, OK. Tu sais, comme j'ai écrit une affaire à Québec dans ma tête, puis j'en avais parlé, je pense, à Two Drink Minimum, mais c'était une idée pour un sketch d'un magasin de fusils, puis je sais pas ce que je vais faire avec ça, mais l'affaire qui me faisait rire, c'était d'aller dans un magasin de fusils, puis là, le fait, ouais, j'aimerais ça acheter un fusil, OK, c'est pour, juste me défendre, tu sais, OK, parfait, puis là, il te montre les fusils, puis tu fais, parfait, lui... non, je l'aime vraiment pas. Puis juste à faire, monsieur, est-ce que vous voulez vous suicider? Mais non, Chris, ça roule au bout, tabarnak, regarde ça. Regarde le cash dans les poches, regarde là, tu montres des photos. Regarde toutes les filles qui trippent sur moi. Donne-moi celle-là. OK, attends. Non. Juste le gars, ben, tu sais, c'est encore un sketch de suicide, là, mais c'est un sketch de suicide de gars qui est pas en dépression. Mais j'ai remarqué que tu sais, on est à milieu de la même façon d'écrire, mais ce que je trouve fort, c'est que souvent tu as comme une idée de mais t'écris sur scène. Tu sais, des fois tes impros, ça vient de, tu sais, je pense que tu connais tellement tes mécanismes t'as tellement confiance en ton écriture puis ton vécu scénique que des fois je t'ai vu roder, ou même quand t'avais un numéro d'assez installé, puis là, tu rajoutes un gag, puis il marche, puis là, tu fais du millage dessus, puis on voit que t'écris sur scène, puis en général, pas tout le temps, mais en général, tu le retiens. Quand tu vois que ça marche, tu retiens même le wording, tu sais, la façon que tu t'es rendu à ton punch, tu le retiens, puis tu le refais. On dirait, je sais pas si c'est parce que j'écris pas assez vite sur un ordi. Si, mettons, je pense à une joke, si j'ai dit à haute voix, je vais avoir le wording parfait. Si je l'écris, là, pendant 6 mois, je vais être comme, c'est-tu ça, c'est-tu mieux ça, tu sais. On dirait sur scène, je trouve tout le temps le bon wording. Puis vois-tu, comme j'ai, dans mon nouveau show, Noir, Bragg, j'avais un numéro que j'avais pas de fin. Puis, à un moment donné, j'ai improvisé une fin, puis j'ai fait, c'est drôle. Puis après, j'ai improvisé un autre petit tag sur cette fin-là. Puis après, ça marchait. Puis après, un autre. Puis là, c'est rendu que le numéro qu'avant avait pas de fin, là, il y a genre 8 bons gags back à back, que c'est juste relié 3 mots, 5 mots, 3 mots. Ouais. Fait que, tu sais, moi, en plus, c'est toutes des histoires. Fait que, tu sais, quand j'arrive avec
8 punch en 1 minute à la fin. Ça rajoute en esti. Puis c'est un numéro qu'à la base que j'étais comme, ouais, il me semble que c'est faible, ce bout-là. Puis là, c'est devenu un de mes plus forts, ouais. Ça, c'est ça la beauté, je trouve, d'improviser sur scène. Mais en couple, parce que moi, je sais que quand je mémorise un texte, quand je fais je m'apprête à roder un numéro, je l'apprends à la virgule près, puis je le répète vraiment parce que j'ai envie de donner la meilleure chance possible à mon premier jet pour me donner confiance, parce que j'ai peur que si je l'apprends à so-so puis que je check mes feuilles, je vais faire comme j'ai pas donné la meilleure chance au texte, puis là s'il marche moins, je vais faire comme si c'est parce que je l'ai mal interprété ou parce que le texte est pas bon. Fait que je me dis bon, si je le fais du mieux possible, ça peut arriver que je le rate, mais du mieux possible, je donné la meilleure chance, j'ai l'impression. Mais moi quand j'écris vraiment beaucoup à virgule près, puis moi, quand j'écris ma phrase, je la dis tout haut. Je fais OK, je pense que là, c'est de même, il faut que je la fasse la première fois. Mais toi, si, mettons, tu cimentes un texte à force de le répéter puis de le faire, en quoi ça t'aide après de le mettre à l'ordi? Moi, la seule chose qui aide, comme j'ai remarqué avec mon dernier show, j'avais beaucoup écrit, tu sais, à virgule près. Mais tous les numéros que j'écrivais, je pratiquais chez nous, j'arrivais sur scène. Aussitôt qu'il y avait un gag qui marchait pas, là, je me mettais comme semi en mode panique, puis ça crashait. Puis les numéros... Tu sortais du texte? Ouais, puis après, j'étais pas capable de revenir comme du monde. Fait que c'est des numéros qui menaient à rien. Puis tous les numéros que j'avais juste eu un flash de « Hey, ça, je vais parler de ça », puis là, ça devenait des vrais numéros, vu que j'ai bâti ça sur scène. Fait que la base de mon dernier show, il y a rien que j'ai vraiment écrit. Mais un coup que j'avais fait après mon 3e ou 4e show à Québec, là, je me suis enregistré, je l'ai donné à quelqu'un pour qu'il l'écrive. Fait qu'elle l'a écrit, tu sais. Un sténographe. Ouais. Puis elle me l'a donné, puis après je regardais, vu que je suis bien visuel, là je voyais, OK, d'habitude, mettons, on va dire mes jokes, parce qu'à chaque punch, je cliquais sur Enter pour partir à un nouveau paragraphe. Fait que chaque rire, c'est un paragraphe. Puis là, je voyais que tel numéro, je le trouve mauvais, mais en le voyant, j'ai été long de même sans gag, puis d'habitude, je suis long de même. Fait que ça m'a vraiment aidé. Fait que là, je me disais, OK, je vais rajouter un punch ou deux là-dedans pour un peu alléger l'histoire. T'sais. Parce que je me trompe peut-être, mais à moins que tu graves si on parle d'un numéro précis dans ton show. Non, c'est pas vraiment un spoiler, il n'y aura pas de spoiler le gag, mais j'ai l'impression, je peux me tromper, mais que ton numéro, tu t'embarques avec Marie dans un taxi. Ouais. Mais ce numéro-là, ça se peut-tu que tu l'as quasiment complètement écrit sur scène, que tu avais le premier jet de l'anecdote, parce que il me semble que j'ai vu le premier jet, puis je te voyais comme écrire sur scène. Puis après ça, tu l'as solidifié, mais... Ouais. Ben ça, au début, je l'avais raconté, je sais pas où. Puis... mais l'avais-tu raconté... genre en podcast, puis tu trouvais ça cool, ou t'étais même sur scène? Non, je pense que c'était sur scène. Tu sais, comme dans le show, il y a bien du monde qui ont écouté tous les podcasts, que au début, c'était fréquent dans mon dans mon rodage, parce que aussitôt que j'avais un nouveau numéro que j'aimais, le dimanche d'après, j'arrivais au podcast, là, je parlais de mon nouveau number, puis dans le fond, j'étais comme, c'est le fun, puis je le brûlais. Fait que le monde était comme, on tabarnak, j'ai tout vu. Fait que là, j'ai fait ben attention. Mais il y a quand même une couple d'affaires que, tu sais, j'ai beaucoup parlé de mon numéro de transgenre. J'ai pas trop parlé de mon affaire avec Marie puis le jeu facidique, mais j'en ai peut-être parlé un peu. Mais la vraie histoire, c'était même pas avec Marie. Tu sais, c'était après un show qu'il y avait un jeu facidique qui nous avait embarqué. Tu nous comptes des mensonges dans le show, là. Fait que là, je m'étais dit, ça serait mieux. Parce que la vraie histoire, tu sais, l'idée du numéro, c'est que c'est un jeu facidique, ramasse moi puis ma blonde parce qu'il pense une prostituée. Ramasser, tu disais pénétrer. Ramasser, il fiste ma blonde pendant que j'y suce là-bas. Fait que il nous ramasse. Mais non. Mais la vérité, c'est que non, il nous avait pris en auto parce que nous autres on pensait que c'était un taxi, puis lui il pensait qu'elle c'est une prostituée. La vraie histoire, c'était après. C'était une vieille histoire. C'est on avait fêté les 10 ans de Testostérone au Métropolis.
Puis il y avait la mannequin Marie-Claude Bourbonnais, qui est une fille de Québec, tu sais, qui a des énormes seins. Ouais. Puis on partait de la tente VIP, puis après on allait manger de la poutine à un resto quelconque, puis on était une gang. Fait qu'on avait essayé d'embarquer dans un taxi, puis là il disait vous êtes trop. On a essayé d'embarquer dans un autre taxi, vous êtes trop. Puis là elle avait dit il y a une minivan, là on va embarquer dans la minivan. Fait qu'on a suivi elle, on est rentré, puis on est parti. Puis pour découvrir que c'était pas un taxi, le monsieur c'était juste un monsieur qui arrêtait parce qu'il a vu la fille aux énormes seins, puis il pensait que c'est une prostituée. Okay. Mais fait que là moi je racontais ça, mais les premières fois que je l'avais raconté sur scène, d'expliquer pourquoi j'étais avec une fille avec des énormes seins. Puis là, le monde faisait, pourquoi tu décris un humain en disant, la fille, c'est un peu normal qui pensait que c'était une pute, elle a des grosses boules, c'est clairement un objet. Tu sais, fait que là, j'ai fait, OK, comment je peux faire le ménage là-dedans? Puis c'est tout le temps ça que je fais, Chris, je vais dire c'était ma blonde. Comme dans le temps, c'était un truc que je prenais tout le temps. Si j'avais, mettons, une idée de gag, ou une idée de numéro avec un trisomique, j'étais comme, Chris, ça passe pas rire d'un trisomique. Je vais dire c'est mon cousin. Fait que j'avais tout le temps un cousin trisomique, un beau-frère libanais, tu sais. Fait que tu t'es inventé une famille dysfonctionnelle. Ouais, il y a aucun homme blanc pas handicapé dans ma famille. Tu sais, j'ai mon frère qui vient du Cameroun. J'ai mon père qui c'est un Asiatique. Ma mère, c'est un monsieur du Liban. Tout marche. Tout marche. Mais moi, c'est ça. Mon show, moi, j'écris beaucoup sur scène. Ça, j'ai remarqué, vu que j'en parle pas mal, ça, c'est quelque chose, par exemple, j'ai développé après 20 ans de vraiment, vu que mon personnage scénique, ou tu sais, j'aime pas ça utiliser ce terme-là, là, mais tu sais, je sais où est-ce que je m'en vais, aussitôt que j'ai un sujet, je sais où que je l'amènerais moi pour rendre ça drôle. Fait que je sois dans un bureau, que je sois sur scène, ça change fuck all. Mais je suis tellement, si j'avais fait ça au début, j'aurais jamais eu de carrière. Parce qu'au début, j'avais pas de réflexe, tu sais, où tous mes réflexes étaient off, tu sais, il fallait que je sois dans ma chambre puis que je fasse, c'est-tu mieux ça, c'est-tu mieux, c'est mieux ça, puis là que je me pratique. Tu te pratiques-tu, tu le fais-tu devant un miroir, toi, ou non? Non, pas devant un miroir, mais sur mon tapis de ma mezzanine. J'imagine que le tapis c'est à la scène, puis je le répète tout haut. OK. Sûrement que je parle moins fort parce que pour pas déranger les voisins. Ouais, je suis quand même bien insonorisé chez nous, brag. Mais peut-être que j'ai le réflexe de pas parler trop fort parce que je me sens ridicule. Ouais. Surtout si c'est sur Mais ta mezzanine, désolé, dans ma tête, je pensais que tu parlais de ton balcon. Fait que en dedans, tu pourrais parler super fort. Ouais. Ah, puis le fait que c'est une mezzanine, t'as l'impression d'être comme... Ouais, un peu comme sur une scène. Une scène, mais l'inverse d'une scène. T'es plus comme un monsieur dérangeant au balcon. Tu devrais le faire en bas puis regarder. D'ailleurs, ça me fait penser à ça. Là, on dévie de la question. Là, c'est-tu grave? Non. Mais non, mais ça me fait penser à ça parce que quand mon choix à prendre la s'aimer, il y a comme un bout où... Tu sais, je vais pas reparler de ça là-dedans, mais je vais expliquer pourquoi je raconte ça, mais c'est le bout où mes parents, quand j'écrivais mon show, j'étais proche de ma première, mes deux parents étaient encore en vie à ce moment-là, mais ils étaient vraiment malades, j'avais de la misère à me concentrer, j'avais de la misère à mémoriser mes textes, j'avais comme beaucoup d'affaires qui m'occupaient le cerveau, puis j'avais vu Martin Allard, le naturopathe des stars, etc., puisque Sophie, mon agent... C'est pas lui, c'est un naturopathe, c'est pas lui il se vantait qu'il avait fait perdre ben du poids à Laurent. Ben, il en a fait perdre, je pense, pour vrai, à Laurent, François Morancy, il y a plusieurs humoristes qui travaillent avec lui. Je savais pas que c'était un naturopathe, je pensais que c'était un nutritionniste. Culturiste, un naturopathe nutritionniste, là, je sais pas trop, etc., mais il est quand même... Il est ferré. Non, mais moi, il m'a quand même beaucoup aidé. Ah, là, ça sonne comme je l'insulte aucunement. Mais, fait que c'était moi, mon défi, c'était d'optimiser ma concentration, surtout pour mémoriser mes textes, puis j'avais l'impression que je travaillais pas de façon efficace. Puis là, j'avais raconté un peu ce que je vivais, puis il m'avait dit, bon, mais je peux t'aider, on va essayer des affaires. Puis là, il m'avait fait changer mon alimentation un peu, mes exercices, il me disait à quelle heure manger, en tout cas, bref. Puis ça m'avait quand même aidé pour
faciliter ma concentration. Puis là, arrivé à ma première médiatique. Puis lui, des fois, il fait des genres de... Tout est naturel, mais des genres de shake de protéines facilitant la concentration, mais c'est comme un... Parce qu'il y a comme une petite boutique où il vend ses trucs. Tout est naturel. Il m'avait expliqué des affaires. Là, j'ai plus de mémoire. Je peux pas te dire c'était quoi les ingrédients puis le contenu, mais... Fait qu'il m'avait dit... Puis c'est comme pour optimiser la concentration. Fait que là, c'était la veille de ma première. Puis j'avais pas de show la veille de ma première. Puis il m'avait dit, bon, on va faire un test à soir. Fais ton show chez vous. Fais-le à l'heure que tu es censé le faire demain. Fais-le à 8h. Mets tes cues de son chez vous. Puis fais ton texte. Fais ton show au complet. Mais prends le petit shake une demi-heure avant. Parce que c'est ça que tu vas faire demain. Je prends le shake. Je mets mon cue de ma musique d'intro à 8h. Puis là, mon premier bout, c'est un genre de... C'est un pas un stand-up, mais je fais des liners de coq à l'âne de mon cerveau décousu pendant 15-20 minutes au début. Puis c'est tous des liners que je maîtrisais par cœur. Je savais lesquels étaient après les enchaînements, les mots pivots pour me rappeler de... Puis là, je commence mon show. Tu te rappelais de rien. Après ma première ligne, j'étais comme, c'est quoi après? J'avais aucune espèce d'idée. Je cherchais, j'étais comme là, je me suis mis à paniquer. Je me suis dit, je peux pas faire ça demain. Je vais aller d'un fou à ma première. Fait que là, j'appelle Martin et je dis, écoute, je me rappelle plus. Tu as appelé après ton faux spectacle ou pendant ton spectacle? J'ai arrêté mon faux spectacle, je me rappelle plus de mon texte. Fait que là, ça manque de respect pour ton faux public, ça, me semble. T'aurais pu attendre à vos entraques. Ouais, fait que là, je l'ai appelé, j'ai dit, écoute, je ferai pas ça demain. Il dit, OK, ben, c'est correct. Il dit, c'est pour ça que je voulais faire un test ce soir. Ah ouais, mais il a été intelligent de faire ça de même, tu sais. Ouais. Mais il y en a parce qu'il m'a dit souvent, quand j'ai un peu de temps, on peut trouver le bon dosage, etc. Mais là, on n'a pas de marge de manœuvre. Fait qu'on fera rien demain. Là, tu prendras des noix d'acajou à 7h30. Puis ça a super bien été ma première, mais une chance qu'il m'a fait faire ça la veille parce que sinon, ma première, ça aurait été un désastre. Ça veut dire que probablement les premières fois qu'il a fait ça au monde, il a dit prends ça avant le show. Il a dû avoir une mauvaise expérience pour un humoriste. Après, il a réalisé oh Chris, on va faire le prochain coup. Ouais. Ah ouais. On va le grimper tranquillement. Ouais. Faudrait s'informer avec qui a travaillé avec, qui est pas dans sa bio. Quelle mauvaise expérience. Mais Morancy puis Laurent, il ne joue que par lui, il l'aime beaucoup. Puis j'ai vraiment rien à dire. Ouais, puis il avait fait vraiment une belle job avec Laurent. Laurent avait perdu au-dessus de 100 livres. Ah ouais, OK. Ouais. Tu sais, vu que Laurent était, tu sais, il est pas petit, là, mais, tu sais, il avait monté vraiment beaucoup, puis, il avait perdu au-dessus de 100 livres. Ah, c'est bon. C'est ça qui est fou, tu sais, 100 livres, tabarnak. C'est énorme. Bon, prochaine question. Pendant que tu la lis, je vais juste remplir mon parcours, ça te dérange pas. Je sais pas si faut que tu te remplisses le tien. Oui, c'est vrai. J'ai laissé mon téléphone dans l'autre pièce, une bonne place. Pierre, il peut aller le chercher, puis de toute façon, le son est exceptionnel. Mais c'est juste dur, tu sais, je vais y aller. Je vais poser une question, tu vas répondre, je vais aller chercher mon téléphone. OK, mais pose-la lentement le temps que je remplisse le mien. C'est pas très Avez-vous déjà... Épelle le nom du gars. Qui Marcel... j'aurais dû lire... Lis les autres noms en rafale pour ceux qui font comme Chris. J'ai posé une bonne question. Stéphane Lavoie veut savoir, tu as le droit à seulement un pour le reste de ta vie. Un repas, j'imagine? Ouais, non. Mais ça, c'est vraiment pour moi. Fait que je vais répondre à la question, puis après, en lire un autre pour toi. Tu restes vegan et plus jamais d'alcool ou alcool et obligé de manger de la viande? Ouh, c'est une bonne question. C'est vraiment une bonne question. Hey. Pour vrai, là. Ouh. Ça serait, je reste vegan, mais je trouverais des drogues qui ressemblent à l'alcool. Je deviendrais le gars de GH. OK, mais je serais tout le temps sur le GH. OK, mais je vais faire une surenchère à sa question. Tu demeures vegan. Ouais. Mais tu n'as plus le droit d'avoir aucun buzz d'une aucune façon, soit par alcool, soit par drogue compensatoire. T'en as plus de buzz. T'es juste un homme sans buzz, mais tu restes vegan. Tu sais que ça fait non, mais non. C'est peu importe. Va manger son bœuf. Peu importe la réponse, ça va être suivi rapidement d'un suicide. Ouais, mais pourtant, tu peux passer plein de journées où tu bois pas, où t'as pas de buzz, pis t'es content. Mais j'aime ça avoir la liberté de boire ou, tu sais. Ouais, j'aime pas ça, mais tu sais, dans le fond,
je mange pas de viande, mais parce que personne m'oblige de pas manger de viande. Tu sais. Mais non, mais j'aime mieux. Je sais pas. Ouais, je serais plus capable de manger de viande. Je pense. Fait que ce serait le suicide après une dizaine de jours. Ça serait, mais mais il a pas dit, par exemple, aucun buzz, mais ouais, ton affaire vient de me tuer. Où je commencerais à courir, j'ai-tu le droit d'avoir le buzz de monde qui court? Oui, t'as le droit, mais il existe jamais, parce que moi, quand je cours, les endorphines n'embarquent jamais, mais tu peux l'essayer. Mais c'est long. Moi, c'est ça long avant que ça embarque, hein? J'ai, tu sais, Guy Bernier qui faisait mes premières parties avant, lui, ça embarque, il m'a dit. Ben, peut-être parce que moi, je fais beaucoup de sport de façon ludique. Ah, fait que t'es plus en shape. Non, mais je dis dans le sens que moi, c'est tellement associé au plaisir, le sport, que quand je cours, je me fais tellement violent, j'ai tellement pas l'impression d'avoir du fun. Là, je fais comme, quand est-ce que les acides endorphines embarquent? Chris, moi, la beauté, vu que je suis pas en forme, les endorphines embarquent après 6 pas. Ouais. J'ai essoufflé, buzzé. Là, je ris, puis je m'évanouis. C'est un beau sport. OK. Ben, veux-tu que je réponde à une question maintenant qu'il faut chercher ton sel? Je vais poser une question, puis c'est une question de podcast, mais c'est Alexandre qui veut savoir. Est-ce que les podcasts ou les streams vont tuer les radios commerciales en premier d'après vous? Fait que là, répondez, puis moi, je vais aller chercher mon téléphone. Oh, yes. Vas-y. Non, mais je vais quand même demander ton... Parce que moi, je connais... Ben, les radios, toi, tu connais peut-être plus ça que moi, mais ça me semble avoir encore la cote beaucoup. Là. Peut-être à cause de... Oui, ça a la cote. Mais... Parce que les gens sont encore beaucoup dans leur véhicule, donc j'ai l'impression que les cotes d'écoute en radio... Là, peut-être que quand les gens vont vieillir, ça va diminuer parce que les gens sont beaucoup web, mais la notion de déplacement fait en sorte que la radio, ça reste un médium intéressant. Ouais, mais tu vois que les podcasts, toi-même, tu dis que t'en écoutes en auto. Ah ouais, effectivement. Ouais. Puis tu sais, j'écoute pas la radio, hein. J'écoute pas la radio. J'écoute des podcasts. Tu sais, t'as le choix. Les podcasts, tu choisis ce que tu veux, quand tu veux, la durée que tu veux. À la radio, il y a une tune qui joue, il y a un animateur qui parle, puis tu l'écoutes, sinon tu changes de poste, là, tu sais. Ouais, ben moi j'écoute le 91.9 Sport. Ben ça achève, ça, non? Non, finalement, leur licence a été renouvelée. Il y a eu un truc qui a changé là, avec le propriétaire qui était les biscuits Leclerc. Là. Je pense que ça... Finalement, c'est les biscuits Leclerc qui ont acheté ça. La famille Leclerc des biscuits Leclerc. Ah, c'est ça? Je pense que oui, là, mais il voulait changer le format de la radio, mais finalement... Il voulait mettre du crémage puis des brisures de chocolat avec des madeleines. T'allumes ta radio. Je peux me tromper, mais je pense que c'est associé au biscuit Leclerc, mais peut-être que je fais un Thomas Levac en ce moment, que je donne une information qui n'a aucun rapport, mais je pense que je me trompe pas. Mais moi, écouter la radio, mettons, commerciale qui est hyper speedée, puis on s'en va à la météo, on s'en va une petite tonne, un peu de publicité, on va retourner c'est très formaté. Ouais, mais c'est aussi anxiogène pour moi. Ouais. C'est trop, ça va trop vite, je fais comme, ma vie est pas si rapide, je suis pas si fébrile, puis moi je suis quelqu'un de calme dans la vie, fait que si on est tout le temps en mode speedé, de « Ah, quand ça va là, oublie pas ça », je fais comme on dirait qu'il essaie de me faire rendre coupable que ma vie est un peu slow. Mais de la manière la question est formulée, c'est comme si la radio commerciale va mourir, mais ça meurra jamais. Ben non. Tu sais, parce qu'il pensait que la radio, il pensait que, tu sais, il y a bien du monde qui pensait, la télé, mettons, le câble va tuer la radio. Mais la radio, la beauté de la radio, tu rentres dans ton auto, puis si, mettons, t'as une petite course à faire, c'est clair que t'écoutes la radio. Ouais. Parce un podcast, ça reste compliqué, même si à cette heure, c'est crissement plus simple que c'était, là. Mais tu sais, si tu t'en vas de chez vous jusqu'au dépanneur, tu commenceras pas à faire, bon, on va télécharger un épisode, tu sais. Ouais, non, je comprends. Mais moi, à partir du moment où j'ai un trajet de 20 minutes, c'est sûr que je me prends un podcast. Ben, même vois-tu, comme là, moi, de chez nous à ici, c'est à peu près 12-15 minutes. Puis j'ai parti un podcast. Ouais. Mais si je vais au dépanneur, qui est à 3 minutes, là, j'écoute la radio. Mais techniquement, je devrais marcher, là. Mais
Ça serait peut-être mieux, là. Ça aussi, mais les endorphines vont embarquer, tu vas avoir ton buzz, t'auras pas besoin de boire. Ouais, exact. Ouais, mais là, vu que j'ai pas le goût d'avoir le buzz de marcher, vu que je suis déjà chaud, je prends mon char. Mais toi, ouais, c'est ça. Mais toi, je pense pas que c'est... je sais pas si ça va mourir, mais peut-être que le modèle, le format, le formatage le de la format, radio, il y aura là, pas le choix de changer. parce que là, à un moment donné, tu sais, de telle heure à telle heure, c'est ça, puis telle tune, puis un concours, puis tel... Tu sais, je pense qu'à un moment donné... Je pense, tu sais, les radios musicales, va falloir que le monde assume qu'est-ce qu'ils sont à 100%. Moi, je pense que les radios musicales, l'animateur, l'animatrice nuit quasiment. Tu sais, je fais jouer la musique puis écris le nom de la tune sur l'écran. Tu vas sauver bien du cash. Puis, tu sais, pour du talk, mais juste du talk. Ouais. Arrête de mettre... Tu sais, on dirait ils vivent dans le passé, là. Mettre la température, la circulation, on a tout Waze, on a tout, tabarnak. Tu sais, pas nécessairement Waze, là, mais tout le monde a un GPS dans leur téléphone. Ben oui. T'as pas besoin de Yves Lucier, asti, qui te dit que le pont Champlain il est bloqué. Mais le AM 730 est des super codes d'écoute, ça a l'air. C'est vrai? Oui. Parce que le monde. Puis effectivement, moi, quand, mettons, je remonte de Québec, je descends, j'oublie tout le temps c'est lequel. Mais quand je reviens à Montréal, puis je sais jamais si je devrais prendre la 30 ou continuer pour pogner le pont Jacques-Cartier, j'écoute le 730 puis ça Tu mets m'aide. pas Waze? Mais Waze, c'est arrivé une couple de fois que j'ai eu des... Par rapport à certains travaux qui savaient pas, il y a pas eu les updates ou personne n'avait signifié, puis que j'ai perdu du temps à cause de Waze, fait que j'ai pas des expériences incroyables, fait que le AM730, je suis un auditeur occasionnel. Ça, c'est une affaire qui me fait capoter du Montréal anglophone, que, tu sais, la radio AM, pour pas mal tous les francophones du Québec, c'est un peu mort, sauf, mettons, AM 730. Mais en anglais, il y a encore beaucoup d'anglophones qui écoutent CJAD. Il y a même quasiment plus de monde qui écoute CJAD que Chaume. Pour vrai? Ouais. Mais CJAD, c'est du talk AM puis de monsieur, là, tu sais. Okay. Moi, j'avais fait une entrevue avec eux autres il y a une couple d'années pour le Nasty Show. Puis dans le temps, dans ma bio, il y avait quelqu'un qui m'avait appelé The Celine Dion of Dick Jokes. Puis j'aimais ça, fait que je l'avais remis dans ma bio, le Celine Dion des jokes de graines. Je le mettais partout. Puis là, lui, il fait, on a ici the Celine Dion of comedy. Puis j'ai fait, ouais, it's Celine Dion of Dick Jokes. Puis là, il avait fait, non. il avait pesé suppose parce qu'il enregistrait 15 minutes d'avance, tu sais, vu qu'il avait peur d'être live avec moi, puis il avait fait là, il y a des enfants qui écoutent. Fait que les vulgarités, là, puis j'avais fait c'est toi qui m'as parlé de ça, c'ti. Ouais. Tu me parles de, tu sais, mais dans le sens que lui, il avait vu le terme, mais il voulait pas le dire. il voulait le cleaner ou le rendre plus AM friendly, là, tu sais. Okay. Mais Chris, Ben, c'est pas le même, Ah, c'est pas du tout la même. mais non, c'est pas la même présentation. affaire, là. De Celine Dion of Comedy, zéro. Ah ouais, mais non. Ah ouais, c'était n'importe quoi. C'était n'importe quoi. Bon, attends. As-tu seul... OK, attends. Calice. Je vais essayer de trouver... Pendant ce temps-là, je vais chanter « Et si tu n'existes pas, dis-moi pourquoi j'existe. » J'arrête de chanter, là. Excuse-moi. Non, vas-y. Ça, c'est quelque chose que je savais même pas qu'il existait, mais il marque quoi qu'il pense. Lui, Jonathan Aubé, il pense pas qu'on va le lire directement, il pense que Jason va me souffler dans l'oreille. Jason Aubé veut savoir quoi qu'il pense de la réadaptation de Brooklyn Nine-Nine au Québec. Flop garanti? Je savais même pas que Brooklyn Nine-Nine allait faire une version québécoise. Oui, je pense que c'est Patrick Huard qui a acheté les droits. Qui réalise aussi, je pense. Peut-être qu'il réalise Ouais, aussi, je pense que mais oui. c'est lui qui chapeaute le projet. Il va-tu être un des... ça va-tu être Patrick Huard, le personnage? Je sais pas. J'ai aucune idée, mais je sais que je pense que c'est lui qui a acheté les droits puis il va sûrement réaliser. Je sais pas s'il joue un personnage dedans. Si c'est Huard, c'est bon ce qu'il fait. Ouais. Mais j'espère qu'ils vont le faire
en même temps... J'ai très peu écouté Brooklyn Nine-Nine, fait que... Le défaut d'acheter des trucs au Québec, je trouve, là, tu sais, comme, tu sais, la version de The Office qu'ils ont acheté, c'est qu'ils ont juste fait une copie du vrai produit, que ça a été un désastre. Pour que ça marche, il faudrait avoir des writers pour s'inspirer puis s'adapter. Tu sais, comme le Saturday Night Live Québec, c'était pas mauvais. Ouais. Tu sais, mais vu qu'il avait acheté les droits puis après il s'inspirait. Fait qu'il faisait comme, je me semble, à mon souvenir, il y avait quelques sketchs originaux, mais il y avait aussi des sketchs pas adaptés, des sketchs qui étaient juste traduits directement. Ça, c'était des désastres. C'était dégueulasse. Ça marchait plus les sketchs originaux. Puis il y en avait un que j'avais vu. Moi, l'affaire que j'aimais du Saturday Night Live Québec, c'est la première fois depuis un Chris de bout que je voyais des sketchs au Québec de monde qui essayait d'être drôle. Tu sais, fait que des fois, c'était pas drôle parce qu'un sketch, c'est pas tout le temps drôle, mais au moins, je sentais que le but premier, c'était d'essayer d'être drôle, tandis que dans les dernières années, les bye-bye, j'ai jamais le feeling qu'ils essayaient d'être drôle. Ils essayent juste d'être rassembleur ou faire une critique sociale, mais qui choquera pas. Fait que, mais, Brooklyn Nine-Nine, si c'est une copie, ça sera pas bon, mais ça sera pas de leur faute. Mais si ils s'inspirent, la version originale, ça va être bon. Mais t'es-tu un fan, toi, de Brooklyn Nine-Nine? Ou... Pas tant, mais j'en ai écouté pas mal vu que c'est sur Netflix. Puis moi, tu sais, je prends des bains. Fait que, puis j'écoute ça dans le bain, vu que quand il faut que je prenne un bain rapide, c'est 22 minutes. C'est quand même long, comme bain. Ouais, mais tu sais, je me relaxe pas tant que ça. Tu commences à te savonner à partir de quoi, la minute 13? Je me savonne tout le long. Pour vrai? Non. La peau qui Je me savonne vers la minute 18. Okay. Parce que j'aime ça un coup que je me savonne, je me rince, je crisse mon camp. OK, tu veux pas rester dans ta dirt? Non, je veux pas, c'est ça. Il me semble que t'avais un produit pour... c'était quoi ta produit pour les peaux sensibles? C'était quoi? J'avais comme rito par une bouteille. J'avais une affaire vu que j'avais comme c'était comme un savon pour les peaux sèches, mais c'était pour les 40 ans et plus. Okay. Puis là, tu trouvais ça drôle, puis que j'avais un savon de personnes âgées. Tu sais. Mais que j'avais demandé si c'était à toi, tu disais ouais, c'était à moi. Le pire, j'ai pas arrêté de m'en servir parce que j'avais honte. C'est juste, j'avais acheté ça quand j'étais en Allemagne, brag. Okay. J'avais eu un savon gratuit à l'hôtel, puis j'avais fait Chris, c'est le meilleur savon que j'ai eu de ma vie. Puis c'était un Nivea. Fait que j'étais allé à la pharmacie, puis il y en avait plein, puis j'en avais acheté un pour en avoir un gros pour le reste de la tournée. Puis j'ai fait Nivea, ils vendent ça au Québec. Ouais. Puis quand je suis arrivé, j'ai jamais retrouvé la même affaire. Puis même, je l'ai pas retrouvé dans aucun autre pays européen. C'est une affaire allemande. Tu pourrais faire des enquêtes aussi exhaustives que pour tes burgers. Pour mes Impossible Burgers. Je suis juste un grand voyageur de produits pas tant hot que ça. Je fais 22 heures de char pour un hamburger tiède. Je vais jusqu'en Allemagne pour un savon qui nettoie pas tant. Mais ouais, savoir que c'est UR, ça me donne espoir que ça va être mieux que je pensais. OK. Ouais. Olivier veut savoir. As-tu aimé ton expérience en anglais, Jonathan? Jonathan? Parce qu'il a écrit Jenathom. Jonathan. Jonathan, on dirait le nom d'une porn star à moitié asiatique. Tu sais, une Eurasian, là. Jonathan. Tu sais, sa mère est philippine, son père, il est disparu. Oui, j'ai vraiment aimé ça pour vrai. Là, j'ai fait on a fait au terminal moitié stand-up en anglais, ouais. L'autre moitié on a fait en route vers Survivor. Moi j'ai vraiment aimé la formule, je pense que tu as aimé ça aussi. Ouais, vraiment. Mais c'était cool, puis j'aimerais ça qu'on en refasse à l'automne, mais aussi j'ai écrit aux frères à Sugar pour avoir pouvoir me faire avoir des petits shows de 10-15 minutes dans des soirées. Parce que le frère à Sugar Sammy, il book en anglais. Il book en anglais. Ouais. Puis quand il y a François Bellefeuille a fait ses soirées au bordel, j'ai joué dans 2 des soirées ici. Ouais. J'ai vraiment eu du fun. Ça a vraiment bien été. À date, quand je fais du stand-up en anglais, ça a toujours marché. Dans le sens qu'on dirait que je pense que
je pense que mon accent qui vient de façon obligatoire parce que j'ai pas le choix parce qu'il est là. T'as-tu pensé à regarder les Family Guy pour enlever l'accent? Tu regardes le Family Guy avec des sous-titres 20 minutes. Là, je vais comprendre un peu plus. Puis après, tu vas sonner. Quand je parle en anglais, je fais juste réciter par cœur des textes que j'ai pognés que je comprenais pas. non, mais je pense que le fait que j'ai un accent, on dirait que ça me donne un parti pris sympathique en ce moment. Je peux me tromper, mais j'ai l'impression que ça donne un parti pris sympathique, puis que mes gags sont quand même drôles aussi. Ça rajoute au... tu sais, parce que souvent, quelqu'un qui a un accent va avoir de l'air... tu sais, va jouer la carte de un peu l'épais. Ouais. Tandis que toi, c'est zéro ça. Tu sais, je trouve que ça rajoute quasiment au côté absurde. Ouais, je comprends. Tu sais, parce que ton delivery, déjà en français, il est particulier. Ouais. Puis avec l'accent, ça rajoute encore plus. Puis t'as des crises de bons gags. Il y a quelqu'un qui l'a remarqué dans le podcast, puis effectivement, je l'ai remarqué moi aussi, que je tombe... Je sais pas si ça fait ça pour toi aussi, sûrement pas, parce que t'es habitué, mais ma voix tombe plus aiguë un peu, là. Je suis plus en high pitch. Ah ouais? Ouais, je l'ai remarqué aussi que ma voix est moins dans les basses, là. Ah, qu'en français. En anglais, je tombe... What do you think about this? Ah ouais. Pas tout le temps, mais... Moi, c'est l'inverse. En français, je sonne un peu comme une femme. Puis en anglais, je sonne comme un gars. Effectivement, t'es l'inverse, toi. Ouais, je suis l'inverse. Je pense que c'est le fait que j'avais commencé en anglais. Ouais. Vu que ma première langue à la base, c'était plus l'anglais, tu sais. Ouais. Mais pour vrai, non, j'adore ça, faire ça en ce moment. On dirait que ce que j'aime tu sais, parce que... Sais-tu comment j'ai perdu mon accent quand je parle français? Je sens que ce sera pas une information sérieuse qui s'en Les vient. pierres à feu avec des sous-titres. Là, je voyais Yabadabadou. Ah ouais. Parfait, Voilà. plus d'accent. Je suis devenu un Québécois. Mais ce que j'aime en ce moment en anglais, c'est que c'est comme un terrain de jeu pour moi, de point de vue créatif, qui est inexploré, qui est vierge, que j'ai tu sais, un quatrième show en français, j'ai comme déjà une demi-heure de matériel, mais tu sais, de quoi va ressembler mon show encore, je sais pas trop, parce que je fais comme je veux pas être redondant, mais en anglais, j'ai comme parlé de rien quasiment, fait puis comme j'écris en anglais, je veux pas traduire des affaires. Tu ferais pas le move que, mettons, moi j'ai fait, ou Bellefeuille fait la même chose, de juste prendre tes classiques puis les... tu sais, what's a restaurant? Ben, what's a restaurant? Je sais pas si on avait déjà parlé ici. Des fois, je sais plus où je parle de certaines affaires. Mais mon ami Steven Fishback, là, qui a fait Survivor, que tu as rencontré, parce que lui, il est super bon en anglais. Il est writer. Puis j'avais demandé, parce que le personnage était le vulgarisateur de choses simples. Puis pour moi, dans l'angle du restaurant, le terme vulgarisateur de choses simples est comme bien important pour crédibiliser le ridicule du fait d'expliquer c'est quoi un restaurant. Puis lui, il avait vu le numéro en français, puis j'avais expliqué c'était quoi un vulgarisateur, parce puis il m'a dit on n'a pas l'équivalent de ça, parce que supposément il m'avait dit que c'était popularize, c'était comme la façon de dire expliquer quelque chose de compliqué, de prendre quelque chose de compliqué et de le rendre simple, c'est popularize, mais il dit il n'y a pas de métier associé. Sais-tu ce que tu pourrais faire? Appeler ça Dumb Thing for Dummies. Tu sais, parce que c'est un vulgarisateur, c'est comme, tu sais, les livres, mettons, Computers for Dummies. Fait que si toi, c'est déjà des affaires stupides, effectivement. Dumb things, talking about dumb things, stupid things for dummies, explaining stupid things for effectivement, dummies. Ça peut... Mais dumb things for dummies. Ce serait-tu stupid things ou simple things? Ou dumb things for dummies. Tu sais, il y a de quoi que je trouve drôle. Le nom est drôle. Je vais vous parler d'affaires... Je vais expliquer les affaires stupides aux stupides. ouais. Effectivement. Mais là, ça pourrait peut-être marcher. Mais parce que l'équivalent en anglais d'un vulgarisateur... Ouais, ça existe pas. Ça existe pas. Puis on a même googlé... C'est comme un jovialiste. Ouais. Un jovialiste, ça existe pas, tu sais. Mais pourtant, ici, peut-être à cause du Barry, mais tu sais, des vulgarisateurs scientifiques, il y en a quand même quelques-uns. C'est comme un terme qui est plus... Il faudrait googler c'est quoi le... Tu sais, comment il s'appelle? David Suzuki. Mais en anglais, je pense on l'appelle juste un scientifique. Ouais, c'est scientific expert. Je sais pas trop. Mais bref, c'est ça. Fait que... Mais... Non, mais on dirait que je préfère faire l'exercice d'écrire en anglais. On dirait que je me sens plus...
comme si je m'abandonne plus à l'exercice. Ouais. Mais c'est ça. Mais puis après, il y a certaines affaires que tu vas être capable. Tu sais, comme t'as ton truc de drapeau que t'avais fait en anglais. Puis après, tu l'as fait en français à mon show. Mais il marche mieux en anglais à date. J'ai comme fait 3-4 fois en anglais, mais en français, il marche. Ah, puis tu l'avais fait le lendemain, t'allais jouer dans un show privé. Ah ouais, non, je l'ai pas fait parce que ça s'y prêtait pas. Ça a-tu bien été, ce show-là? Oui, ça a bien été, mais c'était comme c'était pour la mère d'une amie, là. C'était un show privé. C'était vraiment cool. Il y avait combien de monde dans ça? 40. Mais c'était plein, là. C'était une petite salle. C'était vraiment cool. Là, j'avais un petit stage, puis... Mais... numéro du drapeau, là, je suis pas sûr que ça fait que là, t'as juste perdu ta confiance avec ce number-là. Non, parce que quand j'ai fait la première partie, il y a quand même des gags qui ont marché. Il faudrait juste que je fasse le ménage. Mettons, on prend un number de... C'est pas super long, mais ça mettons... durait 6, 7. Mettons 6-7, puis t'as 5 qui marchent. 5-6, tu sais. Ouais. Fait que t'as juste 1 minute à couper. Ouais, mais 1 minute, quand t'es sur scène, c'est une éternité. Ouais, là, parce que pour vrai, t'avais peut-être 2 gags qui marchaient pas. Non, plus que ça. Ben, tu sais, en fait, des gags qui tombaient complètement à plat, peut-être qu'il y en avait 2, mais des gags que j'étais comme, ça me semble que c'est pas un assez gros rire pour le garder. Fait que je dirais que c'était, mettons, la moitié avait bien marché. Il y avait eu un quart que c'était comme so-so, puis un quart marche pas. Peut-être, c'est un peu, tu sais, comme des fois les trucs à Daniel Grenier. Vu que c'est des petits drapeaux, puis quand tu l'as fait en anglais, tu l'as fait genre ici au bordel, que la personne la plus loin est à 11 pieds de toi. Fait qu'il voit vraiment ce que tu fais. Tandis que là, tu sais, pour moi, t'étais au 10-30, tu sais, qui est quand même une grosse salle. Fait que ça aurait pris j'avais des plus gros cartons, là, tu sais, je m'étais fait faire des plus gros cartons, mais effectivement, peut-être que les gens étaient trop loin. Ça aurait pris... C'est vrai que les gens m'ont crié, on voit rien, crise de con. J'aurais peut-être dû allumer peut-être ça. OK, une question de El Cafardo. OK. El Cafardo. Il y a le cafard. Ouais, il y a le cafard en espagnol. Avec quel humoriste aimeriez-vous faire un duo avant de mourir et pourquoi? Avant de mourir, c'est intense. Ouais. Parce que El Cafardo va nous tuer. Non, mais nous deux, on va en faire un jour, fait que je pense que ça va arriver, fait que je dirais que je répondrai pas ça parce que ce serait trop... Puis aussi une question de même, ça fait comme si les humoristes ont... Tu sais, comme les chanteurs aiment vraiment ça, des duos, parce que c'est facile à faire. Mais en humour, c'est tough un peu faire un duo. Parce qu'il faut... On peut pas juste faire... Hey, tu sais, tu connais mon numéro, mettons, du Juif facidique. Embarque. On va le faire à 2, tu sais, ça marche pas, tu sais. Non, mais tu sais, créer un numéro, peut-être ça qu'il veut dire, créer un numéro à 2 puis venir faire, tu sais, un peu comme quand il y a des présentations aux Olivier ou... Ben, tu sais, comme ça, j'aimerais ça, une présentation aux Olivier avec toi. Ah ouais, ça serait cool. Ouais. On lance l'idée dans l'univers. On lance l'idée. Mais ça voudrait dire que, mettons qu'on fait une présentation aux Olivier, tu serais prêt à mourir tout de suite après? Je serais prêt à mourir, ouais. Si je peux présenter aux Olivier, j'aurais pu rien dans mon bucket list. Mais votre présentation avec toi puis Patrice, c'était incroyable, ça. Ouais, merci. Incroyable. Pour vrai, là, des gags complètement... Moi, l'idée que j'aimais vraiment de ça, c'est qu'au début, quand j'avais eu cette idée-là, j'avais eu cette idée-là vu que j'avais vu René Simard. Que René Simard, c'est l'humain le plus gentil que j'ai vu de ma vie. Puis il aime tout le monde. Puis j'animais un gala juste pour rire. Puis lui, il faisait la mise en scène d'un petit show de genre Mamma Mia ou quelque chose de même. Puis là, juste pour rire, il nous avait dit, regardez, rentrez, puis dites salut au monde en rentrant à la conférence de presse. Arrêtez de prendre 2-3 selfies. Puis tout le monde était sur le pilote automatique. Puis, tu sais, on rentrait, on faisait semblant de prendre des photos. Puis, il allait voir tout le monde, puis il était comme « Hey, je vais revenir prendre des photos. » Il est allé faire la conférence de presse. Il est retourné après prendre des photos avec le monde. Puis, j'étais comme « Chris, qui est... » tout le monde... il y avait quelqu'un qui avait fait « Asti qui est fin. Il est tellement fin. Ce gars-là, c'est impossible de pas l'aimer. » Puis là, j'avais juste fait « Asti qui m'énerve. » Puis là, ça avait eu un asti gros rire. Puis j'avais fait « Oh, Chris! » C'est tellement une bonne idée pour un
une présentation de là, j'avais fait Asti aux Oliviers, ça serait malade que lui, il arrive, il soit positif, puis que là, qu'il me dise quelque chose, puis là, moi, je fais Asti, tu m'énerves. Puis là, quelqu'un m'a dit, ouais, mais René, il a un delivery weird, puis il va un peu gâcher, puis ce qui est méchant pour lui. Puis après, quelqu'un m'a dit, qui d'autre qui a de l'air fin puis positif puis qui est jamais méchant avec le monde. Puis là, j'ai fait, Chris Lécuyer, il est positif comme ça se peut pas. Puis là, j'ai fait, c'est encore plus drôle haïr Lécuyer. Parce que pour vrai, René Simard, tu peux l'haïr parce qu'il est too much. Tu peux faire là, slack un peu, tabarnak, là. Mais Lécuyer, il est pas too much. Il est juste là, il fait bien sa job. C'est le bon choix. Puis là, après, j'avais fait, c'est drôle. Puis il a un bon delivery, il est habitué de faire de la scène, puis je me rappelle plus, quelqu'un m'avait fait un petit commentaire weird après, parce que moi je trouvais que je l'avais vraiment bien joué, parce qu'on était rentré, là lui il parlait, puis moi j'étais comme, tu sais, puis j'étais vraiment, c'est la seule fois dans ma vie que j'ai joué sur scène vraiment. Puis là après quelqu'un m'a dit, en fait, c'était bon Annecy, mais Chris tu joues mal. Là j'avais fait, oh, tabarnak, je joue mal. Chris d'innocent, mais c'était comme quelqu'un, c'est un metteur en scène qui travaillait à Juste pour rire. Non, mais tu sais, dans le sens que, moi, mon souvenir, je l'ai quand même vu quelques fois, mais un peu comme, mais moi, j'ai jamais trouvé, tu sais, mettons, quand, tu sais, t'as un sourire en coin tout le long parce que c'est comme si, ben, moi, je le savais que tu l'avais écrit. Si c'était pas 90%, au moins 90%, c'est toi qui avais écrit le number. Ben, c'est moi qui l'avais écrit, mais la fin que les insultes à Lécuyer, puis ça, Lécuyer, ça l'avait marqué parce que j'avais dit, regarde, ça, c'est le numéro. Puis, mais les 2-3 dernières insultes, j'aimerais ça que ça soit quelqu'un d'autre qui t'les écrive. Parce que si c'est moi, j'ai peur que ça soit pas assez méchant ou que ça aille dans une zone que peut-être c'est pas ça que le monde pense de moi. Okay. Fait que, puis là, lui, il était comme, c'est bien drôle que t'écris un texte que t'écris tout sauf la fin. Ouais. J'avais fait, non, mais ça va être mieux de même. Mais, fait que la fin, c'était Michel Sigouin. Okay. Puis, je me rappelle plus qui, un des writers à Juste pour rire. Parce que... Ah, c'est Julien Tapp. Julien Tapp, Michel Sigouin. OK. Mais dans le sens que moi, ce qui me faisait rire, c'est que t'avais un sourire en coin parce que tu savais un peu ce qui s'en venait, j'imagine, mais ça faisait pas que ton jeu était pas bon, ça faisait juste, bon, en fait, on va bien garocher, tu sais. C'est comme un peu comme quand Seinfeld, des fois, dans des scènes, on voit qu'il rit d'avance parce qu'il sait ce qui s'en vient. Moi, je trouve ça juste sympathique puis ça me faisait rire. Dans Seinfeld, j'étais comme, jamais je disais, il est bien pas bon. J'étais comme, ben non, il est dans la scène, mais il sourit parce que la scène le fait rire un peu. Fait que t'avais comme, toi, t'étais comme un peu insulté puis t'avais quand même un petit sourire en coin de, L'écuyer m'avait dit une affaire un moment donné, en joke, mais il avait quasiment raison. Il m'avait dit, si on faisait un duo ensemble, là, on irait chercher tout le monde. Ben oui. Puis, mais sur le coup, j'avais ri. Puis là, il m'avait appelé puis il voulait faire tu sais, vu que lui, il avait fait Jacques et Normand dans le temps, là, tu sais. Ouais, merci beaucoup. Puis là, il m'avait dit, j'aimerais ça refaire une tournée avec toi. Puis là, j'avais dit non parce que je me disais, tu sais, parce que je me disais, pour vrai, sur papier, c'est vrai que tout le monde nous aime, mais je sais que son public, je vais être insupportable pour eux autres. La façon que je suis vraiment sur scène. Ils peuvent tolérer le Mike Ward qui présente un prix ou en route vers mon premier gala, mais le moi qui fait je vais vous faire 7-8 jokes de pédophiles puis après Patrice va arriver. Mais dans le sens, est-ce que vous auriez fait une heure et demie, les deux sur scène, vous auriez alterné? Ça aurait été un show exactement comme les Morissette. Okay. Tu sais, sauf au lieu d'avoir, tu sais, c'est-à-dire un numéro de toi tout seul, un numéro de lui tout seul, puis des fois les deux. Je pense que ça aurait été les deux ensemble, puis des fois un numéro lui, un numéro moi, les deux ensemble. On n'avait pas, tu sais, c'est lui qui m'avait pitché l'idée, puis là, ça me tentait pas, mais j'aimais ça qu'il pense à moi. Ben ouais, c'est mais gentil. Il y avait, lui, il y a une idée qu'il a eu que ça, j'aimais vraiment beaucoup, puis il m'en a reparlé récemment, puis j'aimerais ça qu'il pitch. Moi, c'est clair, je veux plus jamais faire de télé, mais c'est la seule chose que je ferais, c'est qu'il avait dit, ça serait le fun, un talk show, que on a une version à 7h le soir, une version à 11h, puis
moi, j'anime à 7h, toi, t'es mon co-animateur. À 11h, c'est toi qui lead, c'est moi ton co-animateur. Puis on a les mêmes invités. Fait que, tu sais, mettons, si on a quelqu'un à 7h qui raconte son affaire, moi, à 11h, je peux faire l'affaire, Chris, si tu parlais, voyons, ça n'a pas de sens. Que tu remets quasiment tout le monde. C'est une bonne idée. Tu sais, ça, j'aimais vraiment ça, comme un vrai sucré-salé. Ouais, c'est une super bonne idée. Mais... Je sais pas si il m'avait dit, tu sais, en plus l'écuyer, ça fait 48 ans, tu sais, qui est à Radio-Can, tu sais, tous les jours. Ouais. Ben, effectivement, il est à tous les jours. Ben oui. Ouais, toi, quand t'es arrivé à Montréal, c'était ça ta première job à radio? Oui, c'était dans le zoo, à radio, c'était à CKMF? Non, quand ils l'ont amené, il y a eu le zoo à Montréal. C'était le zoo à Montréal, ouais. C'est le zoo à Montréal? Non. OK, le concept était c'est que toi, tu faisais partie du zoo à Québec? Non, moi, je faisais partie de Good Morning Québec avec Mario Grenier puis Stéphane Rousseau. OK. Ça s'appelait Good Morning Québec à cause de Good Morning Vietnam? Ben oui, puis ça commençait par Good Morning Québec. C'est même ça. Chris, Chris. Ben oui. Mais, fait que là, après... un an après, moi, j'ai été transféré dans le zoo à Montréal. C'était avec Gilles Payet et Michel Lafrance. OK. Qui animait. Puis après ça, là, il y a eu plein d'animateurs, etc. Puis à un moment donné, Patrice est arrivé. Fait que là, c'était Patrice, c'était toi. Oui, puis il avait engagé Christian Tétrault à la radio. Puis Christian était parti de C'est quoi pour s'en venir à CKMF à l'époque. Ça s'appelait Énergie, ça s'appelait CKMF. Puis il y a eu une injonction avant qu'il puisse aller en ondes. Fait que là, Énergie t'a mal pris. Fait qu'ils ont fait si, ça nous prend quelqu'un. Ils ont appelé Patrice. OK. Il est venu faire le show. Puis c'est lui qui a fait le show. Puis Christian est revenu après son injonction. Ben là, il était co-animateur de Patrice. Ah ouais, OK. Ouais. Fait que ça a quand même bien été pour Patrice. Oui. Puis après ça, moi, j'ai travaillé avec lui sur ce show-là à la radio puis son talk show à la télé. OK. Puis t'as eu... Quand t'étais à la radio avec, vous aviez fait un show en direct de l'appartement ou de la maison à Michel Richard? Oui, on est allé coucher... Ben, André Ducharme de RBO, il a dormi là. Il a dormi avec elle. Non. Mais on avait été au restaurant Saint-Sauveur avec elle. Pourquoi il a dormi là? Je sais pas. Je pense qu'on t'a peut-être fait un peu. Tabarnak, mais dors dans ton char. Ou c'est-tu lui ou... Ah non, je pense que c'est un technicien qui... Surtout, André Ducharme, il est tellement petit pour être allongé dans le banc arrière de son char. Je pense qu'André était venu coucher à l'hôtel, mais il y a un des techniciens qui avait couché là pour setuper les affaires le lendemain matin. Okay. On avait été au super au restaurant avec eux le soir, puis c'était... Lui, Yvan Demers, il était défoncé. Puis il nous racontait comment il l'avait rencontré. Puis au début, quand je l'ai connu, je sais pas. Puis t'es là comme, man, il garochait des affaires d'en face, là. C'était épouvantable. Puis il avait pas dit qu'elle aimait ça, se faire pisser ses boules ou quelque chose de même. Non, mais moi, je me souviens que... Pour ça, les taches de rousseur, c'est du pipi qui a séché. C'est de la rouille causée par l'urine. Mais il était souvent pas loin d'une claque en arrière de la tête quand il parlait au restaurant. Ah ouais? Ben oui, c'est parce qu'il était sous un peu puis il disait n'importe quoi, là. Puis elle après. Puis, OK. Puis elle s'est changée. Pas mal d'Yvan Demers, moi. Oui, ben oui. Es-tu mort, là? Non. Il est-tu encore en prison? Il doit être en prison, lui, c'est ça. Je vais aller le visiter. On devrait aller le voir. Les trois pour aller visiter Yvan Demers. Puis le lendemain, quand on a fait l'émission de radio, le lendemain, elle s'est changée de robe 3 fois. Pendant la radio? Ouais, mon ta radio. Ah ouais, ben ouais. Y avait-tu un photographe ou quelque chose ou même pas? Ben, il devait avoir quelqu'un des co-vedettes un bout de temps, là, mais c'est pas... de... Puis il y avait plein de tableaux sur les murs. Beaucoup de tableaux. Il n'y en a pas un qui se ressemblait, puis il était tout signé Michel Richard. Ah, si. Mais moi, Michel Richard, là, j'ai une expérience mémorable avec elle. J'ai fait Dieu merci. Oh. Avec, c'était moi, Joël Legendre, Michel Richard, les trois qui avaient... Puis en fait, c'est qu'on avait chacun nos sketchs, mais il y avait aussi un sketch de groupe à la fin. Puis Michel Richard vous vous rappelez du concept de Dieu merci, je ne me rappelle pas, mais c'était comme des impros, des comédiens maison qui imposaient des situations aux invités, puis qui avaient des répliques déjà setupées, puis que les autres devaient embarquer dans une certaine intrigue ou une certaine situation. Puis Michel Richard est arrivé à la journée, puis elle arrêtait pas de dire à tout le monde, vous devriez me dire c'est quoi la mise en contexte. Je serais meilleur. Puis là, tout le monde était comme, mais non, mais le concept, c'est de l'impro. Oui, je comprends, mais je serais vraiment meilleur. Je ferais un meilleur show. C'est quoi l'histoire?
Ben, on peut pas te le dire, c'est ça le jeu. Puis, elle a fait, pas une crise, mais elle était comme, je serais vraiment, vraiment meilleur si vous me disiez c'est quoi, je serais plus dans ma zone de confort. Je suis comme, mais c'est pas ça l'émission, qui est ça tabarnak. Puis là, fait que son affaire, c'était comme, elle faisait une mariée, ça a pas super bien été, mais je pense qu'au montage, on finit par... Mais le sketch de groupe, à la fin, on faisait des scouts. Puis là, j'étais avec Michel et Joël. Puis Michel Richard, elle arrêtait pas de me parler en catimini dans l'oreille pendant le sketch. Pendant le sketch? Mais genre, mais elle me parlait comme si c'était dans son personnage, mais personne comprenait à part moi, genre, qu'est-ce qu'on fait après? On pourrait, c'est quoi ton nom de scout? Toi, c'est quoi ton nom du scout déjà? Puis là, j'étais comme, qu'est-ce? Il y a juste moi qui comprends. Puis elle me pognait la cuisse puis elle disait, on va être des scouts pour la vie. Mais juste dans mon oreille, il y a personne qui comprenait. Fait que là, j'étais comme, je voulais pas être bête avec elle, mais je me disais, ben, personne n'entend ses phrases. Fait que si j'y réponds à elle, puis j'y réponds à Catimini, on a l'air de deux crises de fou. Ah, mais ouais. Là, j'étais comme, mais là, dis-le plus fort, tu sais, j'essaie de dire, parce que c'est un stage de groupe, il y a comme les maisons qui intervenaient avec Joël, avec moi de temps en temps, mais elle fait juste me parler dans l'oreille, on est bien, hein, on est bien ensemble. J'étais comme, ça fait pas partie de l'impro, qu'est-ce que personne n'entend? J'avais le sang glacé, pour vrai, j'avais hâte que ça finisse, là, que Gaston Lepage fasse partir son gazou, là. Qu'est-ce que c'était terminé. Ah oui, c'est vrai, c'est de même que ça finissait. Ouais, ça finissait quand je pense qu'il y avait un bon punch, je partais là. Ah ouais. Puis après, il disait que c'était génial. Il disait, tout était génial. Tout était génial. Le gars, il a des standards bas, pour une légende de la LNI, là. Okay. C'était mon impro personnel. Je pense que c'était comme j'étais un gars, un genre de gourou de sec qui venait parler de son livre. Je pense que ça avait quand même bien été, mais les sketchs de groupe, j'ai un souvenir épouvantable de ça. Vas-y, excuse. OK, ouais. Vu que je viens de réaliser, cet épisode-là, on a fait comme on fait à chaque épisode. 3 questions. Ouais, ça fait 2 heures qu'on est ici, puis on a répondu à une question. Fait que je ferais des réponses courtes. Ouais. Quelle captation télévisée aimeriez-vous jamais avoir faite? Encore Del Cafardo. OK. Quelle captation télé? Quelle prestation dans une émission de télé quelconque? Ouais. Qu'importe quoi, j'imagine. Je dirais le grand saut. Le grand saut. Ça, c'est l'affaire à V. Ouais. Ah oui, tu plongeais. Ben, en même temps, il y a quelque chose de... J'aime encore le clash, parce que moi, je l'avais fait en me disant, ben, comme j'avais participé, mettons, à l'émission... comment ça s'appelait l'émission de Normand Bratois de la danse, là? Les dieux de la danse. Les dieux de la danse. Ah, tu l'avais fait pas en Ginette Renault, mais... Je chantais sur Moi je mange Angèle Arsenault. J'étais déguisé en gros. Il y avait comme une chorégraphie avec des baguettes de pain. Fait que ça se voulait drôle, tu sais. Puis ça, je trouvais que ça m'avait ressemblé. Mais là, le grand saut, j'avais dit oui, mais j'étais comme, c'est quand même absurde que je plonge. J'imagine, moi, tout le temps, je présume, est-ce que mes fans sont divertis? Puis je pense que mes fans étaient divertis, mais j'ai eu des problèmes, là. Je me suis fait des flats de la mâchoire parce que moi, je savais pas comment plonger tête première, puis personne m'avait dit, ben, faut que tu serres un peu la mâchoire. Fait que je plongeais tête première, puis vu que je serrais pas la mâchoire, je me faisais des flats, j'avais la mâchoire personne te l'a dit. Ben, à un moment donné, j'ai dit, j'ai la mâchoire décalissée. C'est normal? Ils m'ont dit, ben, est-ce que tu serres un peu les dents? Faut, au moment de l'impact, faut que tu serres la bouche. Je dis, ben, personne me le dit. C'est ça, le but de l'émission. J'ai jamais plongé tête première, moi, de 5 mètres. D'une hauteur, fait que là, c'est sûr que ça, avec la vélocité, je me décalissais la face à chaque fois. Puis là, à la fin, j'étais pas bon, mais je le savais que je serais poche, là, mais à la fin, j'ai dit, ça peut-être être une bombe, là, m'a faire une bombe, Chris, là. Mes fans vont rire, donnez-moi genre 3 sur 10, ou donnez-moi 1 sur 10, je m'en crie, c'est pas une compétition. Puis là, j'étais dans le même show que Jonathan Roy, qui faisait comme des vrilles du dimanche, excusez, ah, ouais. Le micro. Ah, il était incroyable, mais lui, il est comme super kamikaze, puis il est super compétitif, fait qu'il faisait des estis de perfos, puis moi, j'ai fait une genre de bombe en criant maman. C'était n'importe quoi, mais je te dirais que c'est pas tant la performance que ça a donné en ondes que les étapes avant qui m'ont fait mal à la mâchoire. Puis j'étais comme, qu'est-ce que je fais? Je m'en vais dans mon chest trop blanc à TV. En tout cas, bref. Fait que ça, je dirais ça. Toi? Ouais, moi, c'est Piment Fort.
Ah ouais? Ouais, OK. je Au regrette retour, Piment ça? Fort. Ou Non, je à l'ai l'époque? jamais fait au retour. Je l'avais fait dans le temps. OK. Puis là, en ce temps, le monde a comme une nostalgie de hey, Piment Fort dans le temps, c'était bon, ça allait loin, c'était pas barré. Ouais. Mais c'était des jokes de Jean Leloup prend de la drogue, puis Ginette Renault est grosse. Fait que j'haïssais ça. Ouais, J'haïssais ça. C'est du gros... Moi, j'ai tout le temps aimé des jokes de name bashing, mais j'aime ça quand c'est drôle puis original un peu. Mais là, c'était juste la grosse joke facile de brainstorm de monsieur de 68 ans, là, tu sais. Mais quand même, tu le regrettes, mais à mon souvenir, là, j'étais jeune, mais j'arrivais à l'école de l'humour, mais tu scorais quand même pas mal là-bas, non? Non. Je l'ai juste fait 3 fois. OK. Je l'ai fait 3 fois. 3 semaines, dans le fond. Ouais, 3 semaines. Puis la première fois, j'avais scoré au bout, mais j'haïssais ça, vu que je prenais juste leur joke, vu qu'ils me laissaient pas faire mes jokes. Ouais. 2e semaine, j'avais scoré pas mal, puis c'était la même raison. 3e coup, là, c'était moi qui avais écrit toutes mes jokes. Puis ça avait été un flop, mais je me trouvais bon. Mais c'est juste leur public me trouvait pas bon. Ouais, je comprends. Fait que si ça avait tout le temps été comme la 3e fois, ça aurait eu 0 impact, mais j'aurais eu du plaisir. Okay. Parce que c'est quand même payant. Tu sais, c'est 3000 pièces pour 5 jours de travail ou 4 jours de travail. Ça a sûrement quand même aidé pour ta visibilité aussi un peu. Ouais. Oui, mais non. Mais pas d'une façon que tu voulais. Tu aurais aimé Ouais, faire. c'est que le monde, tu sais, venait me voir, mettons, quand je jouais dans un bar, puis j'étais le gars de Piment Fort. OK, ouais. Puis ce monde-là, il aimait pas mon humour. OK. Fait que moi, ce qui m'avait aidé, c'est après Piment Fort, j'avais monté aux Oliviers, puis là, j'avais envoyé chier le monde. Ça m'avait aidé, vu que là, tu sais, mon public, ou le public que je voulais avoir, faisait tabarnak, il est malade, c'était Chris, là. C'est ça que je voulais. C'est plus du toi. Ouais, je voulais pas de, oh Chris, on va aller le voir, il va peut-être dire que Jean Leloup, il y a un problème de consommation. Ouais. Après ça, OK, Maxime Savard veut savoir, est-ce que vous étiez gêné de monter devant un public au début? Et si oui, comment avez-vous réussi à surmonter cette peur? Tu es allé en premier? Ouais, moi j'avais vraiment peur au début. Moi, j'étais pas capable de regarder le public dans les yeux jusqu'à longtemps. Puis moi au début, je regardais tout le temps en terre, puis après le monde me disait fais pas ça, regarde au-dessus de leur tête. Puis là, je regardais au-dessus de leur tête. Puis j'avais parlé à un gars qui m'avait dit je me rappelle pas de son nom. Ce serait bon que je me rappelle de son nom pour lui donner le crédit. Mais il m'avait dit, les 500 premiers shows, ça compte pas vraiment. Anyway, t'apprends qui que t'es. Fait que là, je m'étais dit, OK, d'après moi, dans 500 shows, je vais être capable de monter sur scène sans avoir peur. Fait que moi, les 500 premiers shows, c'était juste pour pogner de la confiance. Parce que tu le savais que... Éventuellement, c'était Jeff Garlin, qui est le gérant à Larry David dans Curb Your Enthusiasm. Qui m'avait dit ça, brag. OK, mais tu l'avais pas entendu dire ça quelque part. Il te l'avait dit à toi. Non, il me l'avait dit à moi parce que lui, il était inconnu à l'époque, mais je l'avais rencontré. Il avait headliné pour une fin de semaine au Comedy Works. Moi, je faisais le open mic. Puis là, on avait parlé un peu, puis il m'impressionnait parce que son coloc avait passé à la TV. Okay. Mais tu sais, quand tu commences, ça prend pas grand-chose d'impressionner, là, tu sais. Mais c'était-tu au point où t'étais comme hyper nerveux la veille, pis tu y pensais, pis t'étais comme ah fuck, t'avais du fun après quand tu te rendais compte que ça avait marché, ou tu pouvais en avoir quand même pendant? J'avais du fun pendant, mais avant de monter sur scène, je me rappelle comme même à l'école de l'humour, que ça faisait déjà 100 fois que je montais sur scène. Chaque fois avant de monter sur scène, il fallait que je retienne mon vomi. Pour vrai? Okay. Ou que je crache dans une poubelle, tu sais. J'ai jamais vomi, mais juste là, même en parlant, j'étais comme, câlisse. J'étais pas bien, tu sais. Fait que c'est pas un feeling agréable. Ben moi, je reste tout le temps quelqu'un de timide dans la vie, puis sur scène, c'était, tu sais, moi-même quand tu décrivais que tu disais que tu regardais sur scène ou tu regardais à terre ou tu avais l'air de regarder tes pieds, moi j'étais encore comme ça des fois, là, ma gêne fait en sorte que je regarde à terre. Mais ça fait partie du personnage. Ça fait partie de ma personnalité aussi. Là, dans le sens, je me relève la tête des fois, mais j'ai le réflexe des fois de regarder à terre comme si j'ai la misère à soutenir le regard. Là, tu sais. Puis
Qu'est-ce que je t'allais dire d'autre? Ben même toi, tu sais, t'es la seule personne que je connais, t'as gagné, tu sais, show de l'année aux Oliviers, mais quand tu fais une joke qui marche moyen, on dirait que tu t'excuses de ton choix de carrière au public. Ouais, c'est même pas faire, ouais, pas bonne celle-là. On dirait vraiment que... Faut absolument que j'accuse une joke qui marche pas tout le temps, là, mais c'est sûr que live à la TV, je fais un gag qui floppe, c'est sûr que je me détruis. Ah ouais. Mais ce qui m'a aidé, je dirais, c'est que moi, en début de carrière, plus particulièrement, je l'ai un peu évacué, mon personnage, mais j'étais comme un personnage très stoïque, sans émotion, puis c'était le vulgarisateur de choses simples. Ouais. Tu sais, même si le numéro qui m'a fait connaître, c'est le numéro du restaurant, mais après ça, quand j'ai continué à faire de la scène, même si je faisais pas de la vulgarisation, mon personnage est comme resté parce que les gens avaient comme associé mon personnage. C'est ça qu'il voulait, tu sais, quasiment. Ouais, c'est ça, il disait, c'est lui, c'est son personnage, c'est Jean-Thomas Jobin, il est pas déguisé, il a la même voix, mais c'est son personnage overall, tu sais. Fait que, vu que c'était comme un personnage un peu imperturbable, on dirait que ça m'aidait à combattre ma gêne, parce que je me disais, quand je faisais spécifiquement le numéro du restaurant, qui est le numéro que j'ai fait en début de carrière, je me disais, si ce gars-là, il est pas dans un contexte d'humour, il est dans un contexte de conférencier qui explique vraiment à des gens, ça serait normal qu'il se fasse regarder avec un regard à point d'interrogation dans le front. Fait qu'on dirait que ça m'aidait à soutenir le regard, prendre mon temps, fixer le monde. Fait que c'était plus, vu que c'était un personnage un peu hautain qui se prend au sérieux, j'avais comme pas le choix de me prendre un peu au sérieux moi aussi. Fait que ça m'a aidé pas à combattre ma gêne, mais à me dire, ben, il faut pas qu'il soit gêné. Fait qu'au moins, je me donnais une raison de faire semblant. Ouais, c'est clair. Tu sais, ton vulgarisateur, il peut pas être gêné. Non, faut qu'il soit comme, j'ai ma raison d'être sur scène, j'ai des affaires vraiment importantes à vous dire, fait que fuck it, si vous aimez pas ça, vous allez m'endurer pareil, tu sais. Là, question, attends, OK, Maxime Boucher-Roy veut, je vais répondre rapidement, là, mais c'est Mike a abordé le sujet récemment. Pourquoi plusieurs podcasts au Québec se donnent le trouble d'offrir une version vidéo? Parce que je pense que c'est le fait que vu que le premier gros podcast qu'on a eu au Québec, c'était Mike Ward tu écoutes, brag. Puis fait que dans la tête du monde, si t'as pas de vidéo, si le premier podcast qu'ils ont écouté, c'est Mike Ward tu écoutes, tous ceux qui ont pas de vidéo, c'est comme si c'était pas des vrais podcasts. Ouais. C'est juste ça, je pense. Mais je peux juste apporter une petite nuance, mais c'est quand même, ça aurait été mal que tu dises non. Ben non. Crise de nuance de merde qui s'en vient. Non, mais moi, pour vrai, il y a quand je suis chez nous, j'ai envie d'écouter des sous-écoutes, je mets la vidéo. Mais je trouve que dans les podcasts humour, le visuel aide. C'est autant que je trouve ça plus drôle d'écouter de l'humour quand t'as le delivery, t'as comme la gestuelle. Tandis que quand j'écoute des comme, je sais pas si c'est dans ce podcast-ci ou dans le précédent que je parlais des Dr. Death, tout ça, c'est dans celle-là ou là? Je pense que c'est dans je sais pas. En tout cas, de toute façon, quand j'écoute des podcasts, soit criminal ou des trucs documentaires audio, que c'est juste sérieux, là, on dirait pour moi d'avoir un appui visuel change absolument rien, tu sais. Mais quand c'est humoristique, je trouve que des fois, ben, tu sais, même des fois, à sous-écoute au bordel, il y a des affaires qui sont visuelles, des descriptions, tu sais, mettons que j'expliquais, je reviens pas revenir là-dessus, mais mettons que j'expliquais un peu comment je m'installais sur mon bottin, mais à l'audio, c'est vraiment pas clair, puis vu que c'est un truc humoristique, ben, le visuel appuie, mais pour moi, des affaires qui sont plus sérieuses ou des documentaires audio sportifs, j'ai zéro besoin de visuel. Mais tu sais, comme même tu sais au début, tu sais au States, c'était tous les podcasts c'était quasiment que audio mais là vu que Rogan il offre la version vidéo, on dirait il y a la part des nouveaux podcasts américains se donnent la peine d'être ceux qui ont du budget aussi. C'est souvent une question de budget. C'est quand même plus coûteux, c'est ça. Ouais. Si t'as pas une scène, tu peux faire un podcast audio juste avec ton iPhone. Ouais. Pis ça va sonner super bien. Ouais. Mais vidéo, ça prend de l'argent. Ouais. Bon, là. OK. Jean-Thomas de Vincent Ouellet. Jean-Thomas, si tu avais... Je pensais que Jean-Thomas demande. Jean-Thomas, si tu avais à comparer Mike à un joueur de la LNH
à qui le comparerais-tu? Okay. Dans le sens de la métaphore, bien sûr. Ouais. Très bonne question. Y en a-tu un chubby un peu qui a le coude? Qui a souvent accès à sa gourde. Coach, je peux pas embarquer s'il fait trop soif. Je serais clairement un goaler vu que c'est eux autres qui ont tout le temps la gourde dans les mains. Ouais, eux autres, ils peuvent Ils travaillent un peu. Ouais, attends une minute. Ils sont là. plus chubby aussi en général, tu sais. Tu sais, tu peux être un peu plus massif puis Mais des goalers chubby. Ouais, pas chubby, Tim là, Thomas l'était un peu, là, puis Martin Brodeur, des fois, je fais comme, il est pas dans la forme. Mais non, mais physiquement, j'embarquerai pas là-dedans. Dans la personnalité, c'est sûr que le côté... Mais t'es pas vraiment quelqu'un de baveux, là. Ben, t'as un côté taquin plus que baveux, je trouve. Ouais. T'as jamais de mesquinerie dans... Fait que j'allais dire peut-être un genre de Steve Avery ou Brad Marchand. Brad Marchand, il est tellement détesté pis tout est pas détesté. Mais c'est une bonne question. Mais je dirais peut-être... Je vais dire Roberto Luongo parce que c'est le joueur de hockey que je trouve le plus drôle sur les réseaux sociaux. Donc, je sais qu'il est assurément drôle dans la vie s'il est aussi punché sur les réseaux sociaux. Donc, comme toi, t'es probablement l'humoriste le plus drôle. J'ai rajouté probablement parce que je veux pas tu me prennes trop pour acquis. Ouais. Tu voulais me Je vais dire blesser. Roberto Luongo parce que c'est celui qui m'apparaît le plus drôle. En tout cas, ses réseaux sociaux, c'est le plus drôle. Donc, il doit sûrement être un peu drôle dans la vie. Non, mais si vous suivez pas Roberto Luongo, ses réseaux sur Twitter, On va le tuer. il est vraiment punché. Il fait beaucoup d'autodérision. Quand, mettons, il y avait un mauvais match, il faisait soit un meme. J'ai appris que c'était plus mémé, j'ai changé. Mais des gags d'autodérision ou quand c'était la date limite des transactions, on faisait toujours des jokes à savoir où est-ce que je vais me faire. Les gags sont pas bons. Là, mais si vous allez sur lui, en général, quand il fait des pauses, c'est que des gags. Il en met pas tant. Peut-être un par mois, mais ça spin. Là. Il est vraiment retweeté. Puis tout ça, puis je vais dire Roberto Luongo. OK. Tiens. Cool. Bonjour Mike et Jean-Tom de Yannick Maltais-Verrette. Est-ce que croyez-vous que vous auriez été amis dans la vingtaine? Moi, je pense que oui, parce que j'ai pas changé depuis dans le temps. Puis toi aussi, tu sais, on est les deux comme des enfants. Ouais, deux attardés. Non, mais en fait, je te dirais que c'est plus toi qui est à même de répondre parce que dans le sens que moi, j'ai pas non plus beaucoup changé. Je me suis plus dégêné, je dirais. Probablement que, tu sais, je me souviens que c'est toi qui m'as remis mon Olivier pour la découverte. Puis je me rappelle que j'avais dit à mes parents, je suis vraiment content que je sais pas si je le savais que c'était toi qui allais présenter le prix. Je pense qu'on me l'avait dit parce que je faisais aussi un numéro dans le show. Puis il m'avait un peu laissé sous-entendre que je gagnais pas. Il me l'avait vraiment pas dit, mais je me demandais si les autres avaient eu autant de... C'était important de se préparer quelque chose comme un show d'humour. Moi, j'ai préparé des remerciements humoristiques, mais je me rappelle que je savais que c'était toi qui présentais le prix. Je l'avais dit à mes parents que j'étais vraiment content, etc. Mais dans le sens que moi, j'avais vu certaines affaires qui... Je savais que t'étais assurément un bon gars dans la vie, mais t'avais peut-être un peu plus qu'en ce moment un aura de bum. Ouais. Qu'aujourd'hui, ou là, avec le podcast, avec les histoires où t'es devenu un peu avec plus mes problèmes transparent. en cours, le monde savent. Je suis un esti de bon Jack. Le monde va... Ah ouais, c'est fait amener en cours pour avoir ridiculisé un handicapé. Un crise de bon gars. Il a le cœur à bonne place. Mais je dirais que ton côté humain est plus flagrant, et plus exposé aujourd'hui. Donc, je me disais, moi, c'est sûr qu'humoristiquement, je t'aimais déjà, mais je sais pas, j'aurais peut-être pu présumer que t'aurais pas eu d'intérêt pour moi maintenant. Non, mais je t'ai tout le temps trouvé super drôle. Mais drôle, puis... mais peut-être que tu te dis, mais il a peut-être l'air gêné, lui-ci, ça a peut-être l'air de... Il y a peut-être une vibe, parce que des gens, des fois, ils peuvent penser que j'ai une vibe d'intello, donc peut-être
peut-être que les deux, on aurait pu présumer qu'on n'aurait pas été un bon match, mais qu'on l'aurait été depuis longtemps. Mais je pensais que t'étais un intello. J'ai tout le temps eu, tu sais, j'aime les intellos. Tu sais, j'ai jamais été comme la tabarnak. Regarde-le qui lit des livres, asti de féfi. Mais le pire, c'est que je me considère même pas comme un intello. Tu sais, souvent, je pense que je suis quelqu'un d'hyper cérébral, très analytique, mais je suis pas un intellectuel. Alors, remarque, est-ce que quand quelqu'un est cérébral et analytique, il devient intellectuel? Mais je pense pas. Mais je pense que les gens, surtout en début de carrière, c'était pire, mais ben, vu que t'avais, en plus, les années que t'arrivais, c'est les années que, mettons, Denise Bombardier disait, les humoristes parlent mal pis ils sacent, pis toi, t'as tout le temps eu un vocabulaire impeccable. Ouais. Fait que là, automatiquement, quand t'es dans un milieu que puis le pire, la part du monde parlait relativement bien en humour, là, tu sais. Mais que quand t'arrives d'un milieu que dans la tête du monde, tout le monde parle de si j'aurais calice de cette truie sale, pis toi, tu parles bien, là, t'as de l'air encore doublement intelligent, là, tu sais. Ouais, mais je pense que ça peut quand même être un préjugé qui était favorable envers moi, mais qui était un peu erroné, parce que vu que mon enrobage, il sonne crédible, le monde disait, mais il y a un bon français, doit toujours avoir la tête d'un livre. Ben oui, je lis, mais c'est surtout que j'ai aussi ma mère aussi, mais un père qui me garrochait des mots à coucher dehors sans arrêt. J'en parlais dans mon show, mais je parlais justement de pistolet à jet pulsé divergent, mais aucun autre être humain sur la Terre utilise des mots trop compliqués comme ça pour évoquer un pistolet d'arrosage, là, tu sais. Fait que c'est comme l'univers dans lequel j'ai baigné, fait que j'ai pas tant de mérite, j'ai juste été une éponge que j'ai gobé. Je me rappelle quand on était devenus des amis, j'avais dit à Marie, c'est drôle que Jean-Thomas, c'est l'homme le plus intelligent qui aime juste des affaires stupides. Parce que... Ouais, c'est une bonne description. Tu sais, pas que t'aimes juste des affaires stupides, mais t'aimes des affaires, tu sais, de gamin. Tu sais, mettons, tu tripes sur le sport, tu Survivor, c'est pas genre oh Chris, on va-tu à l'opéra, on va-tu au Grand Ballet canadien, ça va être oh Chris, on va-tu à New York à regarder un podcast d'un ancien participant de Survivor. Chris, il y a Boston Rob. Ah non, je sais. Mais pour moi, Survivor a un côté très cérébral et analytique, fait que c'est pour ça que j'aime ça, mais effectivement, ça sonne zéro intellectuel, c'est pas comme si je lisais dans la tête du monde, parce que toi, tu vois les jeux, fait que tu vois une différence, mais dans la tête du monde, t'es comme un gars qui capote sur Occupation Double. Ben ouais, parce que les gens font comme une association, ils trippent sur un reality show, mais tu sais, le monde te demande-tu, il est comment Adamo? Non, j'espère le rencontrer pour pouvoir répondre. Là, OK. Chris, ça, c'est une question assez intense. Mais elle était vraiment, je vais pas valoriser, c'était qui le dernier qui a posé la question? C'était, je me rappelle plus, vu que là... en tout cas, c'était vraiment, pas, toutes les questions sont bonnes, mais je trouvais ça intéressant. Yannick Maltais-Verrette. Ouais, moi aussi. Parce qu'effectivement, il a fallu que j'y réfléchisse. Là, Alex, ça, c'est une autre question intellectuellement assez développée. Veux-tu m'enculer? J'aime ça qu'il a écrit ça. Veux-tu m'enculer? Ah oui. Okay. En parlant de toi ou de moi? Je sais pas. Lui, il vise large. Ouais. Lui, il pitch, le premier qui dit oui, il y a un gars. Fait que t'as dit oui, fait que... Ouais, fait que c'est le mien. Chapeau. Ça, j'aime ça. Maxime Bouchard veut savoir, croyez-vous que les fans d'humour noir ou absurde qui comprennent le deuxième degré sont plus intelligents que les fans d'humour d'anecdote? Ça, j'aime son mépris pour l'humour d'anecdote. Puis moi, l'humour d'anecdote, la manière que lui il en parle, c'est comme si c'est de l'humour de colon. Mais moi, ce que je fais, c'est un peu de l'humour d'anecdote. Vu que c'est des histoires que je rentre de l'humour noir dedans. Mais je pense pour vrai que pour apprécier, je peux pas parler d'humour noir, mais pour apprécier l'absurde, un imbécile comprend pas l'absurde. Fait que chaque fois que tu vois du monde, moi c'était mon fun avant, tu sais, quand je voyais mettons toi ou les Denis en show, c'était d'écouter le number, mais surtout regarder le monde qui aimait pas ça, se fâcher. Non, parce que le monde font comme
tabarnak. Qu'est-ce qui est drôle? Pourquoi qu'il rit? Viens pas me dire que c'est drôle, ça. Parce que c'est des épais qui comprennent pas. Puis, il y a de quoi de magique là-dedans. Mon ami Serge, name drop, brag, qui est un ami d'enfance, on a été coloc une couple d'années, il me racontait en fin de semaine qu'il y a un de ses oncles qui savait pas qu'on était amis. Puis c'était un oncle un peu je sais pas, qui a son éducation à lui, je suis pas dans le jugement, mais son éducation à lui, je suis pas dans le jugement. C'est tellement la phrase avec le plus de jugement. Non, mais dans le sens que, tu sais, bref. Lui, il s'est pas rendu jusqu'à l'école de la vie. Non, mais je ne sais pas son niveau d'éducation, mais en tout cas, bref, Serge, il me le décrivait, il disait, c'était un peu bonhomme, etc. Mais il était un peu chaudasse, puis là, il y a quelqu'un qui parlait d'André Sauvé, je sais pas trop quoi. Puis là, lui, il dit, il y en a un autre, là. Il y en a un autre, là, il parle, puis on comprend rien de ce qu'il raconte, là. Puis là, le frère à Serge. Le père à Serge, qui est le frère du bonhomme dont je parle, il a dit Jean-Thomas Jobin. Il a dit, ouais. Lui, là, c'était un hostie d'épée. C'est un hostie d'épée. Puis là, Maurice, le père à mon ami, il dit, mais c'est le grand ami de Serge. Il dit, ouais, Chris, c'était un hostie d'épée. Mais c'était pas un épée, genre, de façon, il disait pas ça de façon sympathique. C'était un hostie d'épée, c'était un bouffon, il fait ben c'était, non, c'était un Chris d'épée. Il y a pas de joke, hostie, il dit rien. Il me fait perdre mon temps, c'était un hostie d'épée. Puis mon ami Serge, alors qu'il était dans l'autre pièce, puis il pleurait de rire. Il était pas en mode, je vais aller défendre mon ami, ça le faisait juste rire. Puis moi, quand tu m'as raconté ça, je pleurais, là. C'était un esti d'épée. Mais moi vois-tu, je pense, c'est ça, pour comprendre l'humour absurde, prendre l'intelligence, pour où que l'humour absurde puis l'humour noir se rejoint, c'est que ça fâche le monde pour les mauvaises raisons. Ouais, exact. Ben moi, en fait, ça élargit la question, mais pour moi, ça revient un peu à ça, mais je dis pas qu'il y a un style d'humour qui est mieux qu'un autre, là, mais moi, en tant que public qui reçoit, parce que moi, ma définition d'intelligence dans la vie, parce que souvent, c'est bien difficile de catégoriser c'est quoi l'intelligence, comment la définir. Tu sais, c'est abstrait, là, c'est pas une science claire, là, c'est pas 2 plus 2 font 4, là, tu sais. Pour moi, la définition que moi, je me suis forgé au fil du temps puis au fil de mes contacts humains, c'est quelqu'un qui pogne les niveaux. Quelqu'un qui pogne pas les niveaux, pour moi, c'est un épée. C'est un hostie d'épée. C'est un hostie Non, mais tu sais, quelqu'un qui comprend pas le second degré, tu sais, dans le sens que j'ai aucun problème avec le fait que le monde aimait pas mon numéro du restaurant, le vulgarisateur de choses simples, mais quelqu'un qui comprenait pas le niveau d'absurdité d'expliquer c'est quoi un restaurant puis de le packager sur le vulgarisateur de choses simples, qui était comme Chris, il y a pas de joke, pourquoi il fait ça sur scène, qui comprend pas l'ironie. Quand tu comprends pas l'ironie, mettons que je te taquine puis je suis au second degré puis je dis genre toi t'es tout le temps blanc, hein? Puis tu fais comme ben non, je suis tout le temps noir. Chris d'épais. Je suis tout le temps noir. Chris d'épais. Fait comme Chris, t'as pas compris que j'analyse le fait que t'es tout le temps bien en noir puis que j'ironise en disant t'es tout le temps bien en couleur, t'es en couleur vive. Moi, le monde qui m'insultait pendant mon procès puis pendant tous mes genres de scandales, là, c'est tout le temps du monde qui font Chris, mettons quelqu'un me défend. Là, il fait, s'il disait ça à propos de ton frère, tu sais, c'est tout le temps, ils ramènent tout le temps ça dans leur vie. S'il disait, tu sais, je me rappelle plus quelle affaire un moment donné, là, quelqu'un avait dit, si on disait ça à propos de, si c'était ta fille à toi, tu dirais ça? Puis je ferais, ben oui, je dirais ça, Chris, c'est ma fille. Fait que personne ne serait choqué, est-ce que il faudrait que j'aille un petit talk avec ma blonde, peut-être, après, là, mais Chris, je suis capable de dealer avec ma blonde. Mais le monde, est-ce que le monde est... Mais ça, c'est en fait, c'est que, tu sais, puis ça, je pense, ça a aucun rapport. Pour moi, c'est comme juste une étincelle dans un cerveau de je comprends quand quelqu'un est ironique ou dit le contraire de ce qu'il pense, ou, tu sais, Yvon Deschamps a tellement vécu ça, lui, ça n'a pas de sens. Le monde, pourquoi qu'il haït les femmes? C'est ça, pourquoi qu'il haït les noirs? Ouais, il haït les noirs, il haït les femmes. Faut qu'on laisse dire ça. Tabarnak. Tu sais, c'est comme, si tu pognes pas le second degré, pour moi, là, il t'en manque un peu des mots, là, mais aussi, tu sais, comme pour l'humour absurde, je pense que le monde qui aime le plus ça, c'est du monde qui sont quasiment écœurés de l'humour parce qu'ils en ont trop vu. Ouais. Moi, c'est ça que j'ai vu
tu sais, mon humour est pas, j'ai pas tant d'absurde que ça, mais j'ai remarqué, moi, mon humour voyage bien dans des pays qui ont de l'humour, qui ont déjà vu c'est quoi un humoriste. Mais si tu m'envoies d'un pays qui ont quasiment pas vu de stand-up, ils sont tellement mieux avec quelqu'un qui fait des imitations, des bruits, un peu de danse, parce que, tu sais, pour apprécier ce que je fais, faut que t'en aies vu un peu, que tu fais, OK, Chris, bon, il va pas dans un pattern que je suis habitué. Ouais. En fait, c'est que t'as un style d'humour que si t'as pas la notion de c'est quoi le normatif, tu peux pas être autant bousculé dans le sens de OK, ben bousculé positivement, OK, mais ça n'a pas de sens qu'il dit ça, parce que si t'as pas le référent de Chris, en général, on dit pas ces affaires-là. C'est vrai, c'est bien vulgaire. Ouais, c'est ça. Ouais, mais tu sais, effectivement, je pense que plus les gens en ont vu, tu sais, je pense que en début de carrière, ce que les compliments qu'on me faisait souvent, c'est que ça ressemble à rien, dans le sens qu'il était comme surpris par OK, mais il va pas dans les mêmes mécaniques que les autres, fait que mais il était pas déstabilisé, il était pas comme il comprenait l'idée que de l'anti-humour, ça peut être une proposition qui devient humoristique si t'as fait sur scène, mettons, j'avais un autre numéro qui était comme une parodie d'humour politique où je disais j'ai des affaires à dire sur ce qui se passe au Québec, puis là, je disais Jean Charest, ça n'a pas de bon sens. Il commet des erreurs politiques. Je disais comme absolument rien, tu sais. Mais il y a du monde qui riait aux éclats, puis d'autres étaient comme, ben pas drôle. Il commet des erreurs politiques, je le sais qu'il commet des erreurs politiques, il est où le gag? Puis je comprends l'idée, mais si tu comprends pas que c'est du second degré, pour moi, ça doit être, en tout cas, en fait. La vie doit être triste. La vie, c'est exactement ça que je te fâches. J'ai envoyé un gars qui pense que l'erreur de Jean Charest, c'est que les cheveux frisés. Tabarnak. Il pense que je suis en train de faire un éditorial. Qu'est-ce qui est triste? Ce monsieur-là te voit comme un épais, mais lui, son vote est aussi important que le tien. Moi, j'étais un esti. Crise d'épais. Fait que je pense on va finir ça là. On a répondu quand même à une douzaine. Ouais, on a répondu à pas mal. Je ferais peut-être juste une dernière question. Que, tu sais, ça va être question facile à répondre pour toi. Jean-Thomas, es-tu encore autant fan de céréales? Si oui, c'est quoi ton top 3? C'est quoi ton top 3 de céréales? Mon top 3, c'est un Honeycomb. OK. Honeycomb? Ouais, c'est vrai? Vu que c'est semi-santé, mais sucré. C'est zéro santé. Non, mais tu sais, si t'enlèves le... OK, Honeycomb, c'est pas mini-wheat. OK. Non, oui, Honeycomb. Honeycomb, c'est des gens d'alvéoles de ruches. Personne aime ça, mais ça. C'est bon. C'est bon. Mélangé avec du lait de soya à vanille. On dirait que c'est comme c'est comme s'il y a 8 corn pop qui ont pogné en moton. Corn pop, c'est mon deuxième. OK. Puis troisième, je dirais les Cheerios au chocolat. Cheerios en fait au chocolat. Bon. Puis les Reese version céréales, c'est fucking bon. Je vais faire un top 45, ça me dérange pas. Puis fait que c'est tout des céréales d'obèse que tu manges. Puis le soir, je suis fou là. J'en prends 4 bols. Fait que toi, la seule raison que tu pèses pas 900 livres, c'est que tu joues au tennis à tous les jours. Ouais. Alex Barrette, il me fait courir une barouette. Mais puis le plus santé que le céréale la plus santé que j'aime, cornflakes, pas zéro santé, mais mais Honeycomb puis Corn Pops, y a-tu une différence au goût? J'ai l'impression que Corn Pops c'est un petit peu plus sucré. OK. Peut-être. Ça goûte un petit peu plus le maïs, tandis que le Honeycomb évidemment goûte un petit peu plus le miel. J'ai l'impression que corn, c'est du maïs. Fait que c'est ça. Finalement. C'est quoi ta pire, Lucky Charms, tu me donnes ça, c'est sûr que je vomis à granger. Ah, ouais. Je vomis pas, mais j'ai aucun intérêt, là. Ça, on dirait que c'est comme poudreux, trop sucré. Quand quelque chose est exagérément sucré, c'est coloré de façon, on dirait que c'est comme fluorescent, ça m'écoeure. Ça goûte fake. Non, on dirait des nerds, mais j'haïssais pas les nerds en plus, mais ça a l'air trop... Les nerds, tu parles des bonbons, là, pas les humains. Non.
Avec les hosties de nerd. Crise de nerd. Oh, non. Avec ton Les bol de honeycomb. Toi, t'étais d'un coup. Bernard Pivot dans mes céréales. T'étais cool à cause de tes honeycombs, les hosties de nerd qui mangent des hosties. C'est quoi ceux avec les raisins? C'est Raisin Bran? Raisin Bran. Ça, Ouais, c'est non, dégueulasse. ça, j'aime pas les raisins secs, fait que ça m'écoeure aussi. Les Special K, on peut présumer que ça ressemble pas mal aux cornflakes, mais non, c'est dégueulasse. Les Special K, Ouais. je trouve ça mauvais. Mais Rice Krispies, quand même. la nouvelle génération de Special K sont bons, par exemple, ceux qui mettent des... de la vanille. ou ça, des fraises. Ouais, ça, c'est fait que ça, c'est comme un équivalent un peu plus santé que j'aime. Mettons, à vanille. Les Special K à vanille, qui ont comme un peu ils sont un peu givrés, là. Quand même assez bon, ça. C'est très bon. Bon, fait qu'on va finir là-dessus. C'est un esti de fin. Yes, ça va être un esti de fin. La semaine prochaine, on va revenir, on va commencer le show. Je vais manger un bol de honeycombs, puis je vais faire dégueulasse. C'est dégueulasse. Là, je vais dire, Jean-Thomas me l'a dit que c'était pas bon. Je vais te faire sentir ce que j'ai senti. On va essayer d'avoir une commandite dans les Ouais, tabarnak. Tu m'as blessé la semaine passée. J'aimerais ça que tu regardes la caméra, le bout que t'aimes le moins pour faire ta conclusion. Alors, c'est tout? Oh, non, ton menton est un peu, il a l'air un peu doublé, là. C'est vrai? Change d'angle. Ben non. J'ai réussi à le faire douter. Fait que c'est tout. Merci beaucoup. Si vous aimez, on en a parlé que je dis jamais ça. Si vous aimez le podcast, oubliez pas d'aller sur OK. Ah, tu vas être là aussi. Hey, salut tout le monde. Allez sur En route vers Survivor, sur iTunes, sur Apple Podcast, Google Podcast, et donnez-y 5 étoiles. Il va être très, 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 très heureux. Ah, on est Bon. bien ici. Yes, On est bien. ouais. C'est ça. Je suis présentement en tournée avec mon one-man show noir. C'est les critiques disent que c'est le meilleur show que j'ai fait. Le public dit que c'est le meilleur show que j'ai fait. Moi, j'aime le show au bout. Puis ça vend pas à Rivière-du-Loup. Mais toutes les autres villes, c'est sold out. Fait que dépêche-toi pour acheter des billets sur mikeward.ca.